une première conférence que l'on fait, disons, qui s'adresse exclusivement, plus ou moins, à des personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, de la pédagogie. On s'est adressé aux garderies parce que c'est sans doute là que débute l'éducation scolaire. Bien souvent, on ne va pas considérer le phénomène des garderies comme étant justement un endroit pédagogique pour l'enfant. Et on s'adresse évidemment aux professeurs. Lorsque j'ai fait une conférence sur l'enfant nouveau il y a quelque temps, la majorité des personnes qui ont assisté à la conférence n'avaient pas d'enfants. Lorsque l'on refait une conférence s'adressant plus spécifiquement à des personnes qui travaillent dans le domaine de l'enfance, bien, il y a une réponse qui est assez lente. Ça fait plusieurs fois que l'on s'adresse à des personnes qui travaillent dans la pédagogie, dans l'éducation, et presque continuellement, on se rend compte que les pédagogues, et quand j'emploie le mot pédagogue, comprenons immédiatement les techniciens en garderie, les professeurs, les directeurs d'école, les psychopédagogues, les spécialistes en enfance inadaptée, surdoués, enfin, tous ceux qui s'occupent, et évidemment, on pourrait même parler des parents lorsqu'on parle des pédagogues. Donc, les pédagogues, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils ont Il y a une démarche qui est extrêmement essentielle à comprendre, c'est que pour éduquer un enfant, on doit éduquer l'éducateur. Et si l'éducateur est capable de s'auto-éduquer, bien évidemment, il devient un très bel éducateur pour l'enfant. Et normalement, les pédagogues ont une difficulté majeure, je ne vise pas personne, mais c'est un fait dans la majorité des cas, que le pédagogue, normalement, va apprendre une certaine structure de pédagogie et il aura une difficulté majeure à l'adapter ou à la transformer ou à la déformer complètement si à un moment donné, cette structure de pédagogie ne s'adapte pas à des enfants. Souvent, on va déformer l'enfant pour l'adapter à la structure pédagogique, alors que normalement, on devrait avoir des structures qui sont malléables de façon à ce qu'elles s'adaptent aux enfants. Ceux qui viennent pour la première fois, c'est peut-être bon d'expliquer un peu ce qu'est le centre de l'universalité et qu'est-ce que vient faire le phénomène de l'enfant nouveau, de l'homme nouveau et de l'homme ancien. Premièrement, évidemment, il y a un décor ici qui est un décor qui permet de faire certaines choses au niveau des conférences, c'est-à-dire que c'est peut-être plus agréable qu'un sous-sol d'église ou qu'un gymnase d'école. Ce qu'il faut comprendre, c'est il y a des peintures ici qui représentent des choses. Certaines personnes peuvent penser que le phénomène de l'enfant nouveau est un phénomène spirituel. Ce n'est pas un phénomène spirituel, c'est un phénomène psychologique. C'est un phénomène socio-psychologique. C'est un phénomène socio-psycho-mutatif. Alors, juste pour expliquer un peu les choses, ce que représentent ces peintures ici, pour les personnes, peut-être pour sécuriser un peu les gens, ce sont simplement des hommages que le fondateur du centre a voulu faire à ceux qui avaient transformé l'humanité au cours des temps. Alors, on a Moïse qui est là-bas, qui est le père des religions monothéistes. Ceux qui connaissent un peu l'histoire savent qu'à un moment donné, Moïse a fusionné les religions polythéistes de l'époque pour en faire la première religion monothéiste. On a Pythagore qui est le père de la mathématique moderne. Alors, en tant que pédagogue, on connaît un peu. On a le Nazaréen qui est le personnage qui a créé la plus grande religion sur la planète. J'avoue qu'on l'a aidé un peu. Michel de Nostradamus, qui est celui qui a le plus perturbé la conscience de notre époque ou la conscience des gens par ses centuries, ses prophéties. Est-ce qu'ils vont se réaliser? On ne le sait pas, mais je suis certaine c'est que les gens en parlent. On a le comte de Saint-Germain qui est celui qui a inventé la majorité de tout ce que les dames et les femmes se servent comme maquillage, comprenant les teintures pour cheveux, les ongles, les fossiles, etc. Et il a donc évidemment créé l'une des plus grandes industries sur la planète, ainsi que la majorité du décorum, disons, de la gente féminine, et de plus en plus masculine. On a Paracelse qui est le père de la chimie moderne. À l'époque, il était un alchimiste, mais c'est un des premiers qui a commencé, disons, à cartésianiser le phénomène de l'alchimie. On a Platon, le père de la philosophie, de la morale. On a Salomon, l'un des plus grands rois que la terre a porté. Et on a Hermès Trismégiste, le père de la médecine moderne. Après ce petit retour dans les temps passés, on va parler de l'enfant nouveau et de l'enfant ancien. Il faut premièrement comprendre que la terminologie enfant nouveau est une terminologie de concept. C'est-à-dire que ce sont des mots qui servent à communiquer des idées. Alors, on ne doit jamais se servir du terme enfant nouveau ou enfant ancien dans un système pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas cataloguer un enfant. Bon, toi, tu es un enfant nouveau. Toi, tu es un enfant ancien. Parce que l'enfant est assez rapidement chez l'enfant ancien, comme chez l'enfant transitif, comme chez l'homme ancien et l'homme transitif. Quand je parle d'homme, on parle de femme. Ça devient rapidement une marque de snobisme de l'évolution, un snobisme de l'orgueil, un snobisme spirituel, un snobisme de surhomme.
étant donné que la majorité du système est un système compétitif, alors évidemment, lorsqu'on parle d'enfants nouveaux, ben, c'est plaisant, et lorsqu'on parle d'enfants anciens, c'est peut-être un peu moins plaisant. Il y a beaucoup de parents qui souvent viennent me voir parce qu'ils veulent savoir si leur enfant est un enfant nouveau. Et j'ai dit souvent que si c'est un enfant nouveau, pauvre toi. Si c'est un enfant ancien, la vie est belle. Mais les parents, évidemment, s'enorgueillissent d'avoir des enfants nouveaux. L'enfant nouveau, ce n'est pas une qualité, c'est un état de choses. L'enfant ancien, ce n'est pas un défaut, c'est un état de choses. Comme l'homme nouveau, comme l'homme ancien. Pourrais-tu parler justement de cet état de choses? Tu disais tout à l'heure que c'était aussi une mutation, mais ça ça apparaît au niveau de la transmutation génétique. Bon, alors on va parler un peu de l'enfant ancien, globalement, et de l'enfant nouveau, de façon à ce que vous puissiez déjà, sans doute, reconnaître que ceux avec qui vous travaillez sont, certains ont des caractères tout à fait nouveaux. On va, évidemment, comme dans tout phénomène psychologique, on va mettre un paramètre ici, l'enfant nouveau, on va mettre un paramètre là, l'enfant ancien, et il y a celui qui a des particules de l'enfant nouveau, des particules de l'enfant ancien, celui qui est là et qui fait des rechutes, celui qui est là et qui grimpe là, ce qu'on appelle l'enfant transitif. C'est le même phénomène pour l'adulte. Pour que l'éducateur puisse travailler avec des enfants anciens, il doit déjà lui-même être quelqu'un qui peut travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il doit s'auto-travailler, parce que sinon il aura un problème. Le problème qu'il va vivre surtout, c'est sûr que la personne qui commence, ça va bien. Elle est encore relativement jeune au niveau de sa structure pédagogique, mais si elle enseigne pendant 10-15 ans sans jamais se corriger, s'auto-enseigner, s'adapter, s'ajuster, ben à un moment donné, les enfants qu'elle aura dans la classe seront des enfants de 1990 et elle les éduquera comme des enfants de 1975. Ce qui n'est pas le même genre ce n'est pas le même genre d'enfant, ce n'est pas le même genre d'approche qu'on devrait avoir. Alors, il y a évidemment dans les classes, dans les garderies, des enfants qui ont une structure de ce qu'on peut appeler l'enfant transitif. L'enfant ancien est un enfant qui va vivre sa crise d'identité en même temps que son identité sexuelle, c'est-à-dire qu'il va vivre les deux crises de l'adolescence d'une façon conjointe, disons la crise de l'adolescence psychologique et évidemment la mutation corporelle pour donner l'adulte, donc l'apparition des caractères sexuels secondaires. L'enfant ancien, donc, vers l'âge de, disons, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, va vivre et sa crise d'adaptation psychologique, son individualité, là où il découvre que les adultes sont en fin de compte que des humains, et en même temps, sa crise de représentation et d'identification au niveau corporel. L'enfant nouveau va vivre sa crise d'identité psychologique vers l'âge de 6, 7, 8 ans, peut-être un petit peu avant, et sa crise, sa puberté vers l'âge conventionnel biologique, et cet âge sera de plus en plus, disons, devancé. Mais il va la vivre quand même pour l'instant vers l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, dépendant des enfants et dépendant évidemment des sexes. La femme, la fille, ayant encore un peu d'avance sur le mâle. Donc, il y a déjà un caractère assez intéressant à constater déjà là, et c'est pourquoi les garderies, ça devient important, c'est que l'enfant ancien va suivre une phénoménologie éducative, disons, mutative, psychologique et physique qui est standardisée, que l'on connaît un peu, avec certaines phases de l'évolution, certains stages ou stades. Et à un moment donné, il va commencer à devenir, à se transformer au niveau de son caractère psychologique. Parce qu'il y a une transformation au niveau du caractère endocrinien, ce qui va engendrer la transformation au niveau des caractères sexuels. Donc, l'enfant rentre dans la puberté et dans l'adolescence. Cette adolescence porte un nom intéressant en psychologie, la crise de l'adolescence. Donc, on sait très bien que ça devient souvent un drame interne pour l'enfant. L'enfant ancien va commencer à vouloir être lui. Il aura ses idées propres, il aura ses propres désirs, il commencera à définir ses goûts vers la puberté, vers l'adolescence. L'enfant nouveau, lui, vers l'âge de 6 ans, ça peut commencer à 5 ans, à 4 ans, vers l'âge de, disons, 6, 7, 8 ans, va déjà commencer à vouloir être autonome. Il va déjà commencer à vouloir être identifié. Il voudra qu'on le respecte autant qu'on lui demande du respect, ce que l'enfant ancien va commencer à demander vers l'adolescence. L'enfant nouveau va va être plus autonome, ce que l'enfant ancien va commencer à faire pendant la puberté, pendant l'adolescence. Donc, il y a déjà une distinction fondamentale entre ces deux phénomènes et on ne peut donc plus, à partir de cette constatation, travailler avec l'enfant nouveau comme on travaille avec l'enfant ancien. Lorsqu'un enfant de 6 ans ou de 4 ans répond à ses parents je vais faire le ménage de ma chambre quand tu feras le tien, bien évidemment, on va s'illusionner que cet enfant est anormal. Il est anormal, il est naturel. Il n'est pas normalisable, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore assujettissable à l'éducation collective des enfants normaux, ce qu'on appelle normal. Cet enfant, on va à un moment donné, bon, les exemples, je connais de plus en plus de personnes qui ont des enfants nouveaux.
Alors, dernièrement, il y a un enfant qui jouait avec quelque chose dans sa chambre et puis ça faisait du bruit. Sa mère lui demande d'arrêter. L'enfant, je crois qu'il a 7 ans. Et puis, lorsqu'il arrête de jouer, son père rentre dans la chambre et il prend un bolo. Il pensait que l'enfant jouait avec et il casse le bolo. Alors, le père se retourne, l'enfant, il a 6-7 ans, il lui saute carrément sur le dos. Il l'engueule, il lui dit, pourquoi? Parce que l'enfant voit une injustice, c'est pas avec ça qu'il jouait. L'enfant ancien n'agira jamais comme ça. Alors, il dit même que son père, il aimerait que son père meure. Puis quand il va mourir, il ne broyera même pas. Et c'est sous 7 ans. Un des caractères fondamentaux de l'enfant nouveau, c'est que pour l'homme ancien, pour l'homme transitif, pour donc la majorité des humains, c'est qu'il a l'air d'un enfant absolument sans cœur. Il n'est pas sans cœur. Mais si on veut le malléabiliser, le manipuler de façon à ce qu'il rejoigne l'enfant normal, l'enfant ancien, et ce n'est pas un défaut d'être un enfant ancien, ce n'est pas un défaut d'être un enfant nouveau. Si on veut l'éduquer comme un enfant ancien, on aura toutes les misères du monde. Et dans le meilleur des cas, l'enfant se suicide. Bon. Dans le pire des cas, l'enfant reste en vie. Il peut envoyer des professeurs au suicide. Il peut envoyer des professeurs en dépression. Il peut devenir un danger pour la société, un danger pour les autres jeunes. Il peut tuer. Il peut faire plusieurs choses. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, disons, ce qui peut être surprenant, c'est lorsque l'on parle d'enfants nouveaux ou d'enfants du Verseau, parce qu'à un moment donné, zodiacalement parlant, on peut naître dans une autre constellation. Ce n'est pas spirituel, c'est un phénomène astrologique et astronomique. Lorsque l'on parle d'enfants du Verseau, d'enfants nouveaux, la majorité des personnes qui vivent émotivement leur éducation ou leur évolution, ou des spiritualistes, vont évidemment dire, ben, l'enfant du Verseau est un être plus évolué. Ben, effectivement. Mais est-ce qu'un être plus évolué veut nécessairement dire un être qui va en correspondance avec nos désirs émotifs de l'être évolué? Lorsqu'un enfant de 6 ans est plus évolué, cela veut dire qu'il va voir plus vite les choses que l'enfant ancien. Oui. Mais est-ce qu'il a une structure psychologique, une expérience de vie, vu qu'il le voit plus rapidement, suffisamment consistante pour être capable de supporter sa vision? Pas nécessairement. L'enfant ancien découvre à un moment donné de sa vie, pendant l'adolescence, qui peut se terminer vers 21, 22, 23 ans, dépendant évidemment des enfants. On parle d'adolescence au niveau sexuel comme psychologique. L'enfant ancien va découvrir à un moment donné qu'il est manipulé. Et c'est un mot qui va finir par le hanter, manipulation. L'enfant va donc, l'adolescent va donc se diriger vers tout ce qui est phénomène de liberté. Elle peut être alcoolique, elle peut être médicamenteuse, elle peut être reliée aux drogues, elle peut être musicale, hein, le Walkman, la musique. Elle peut être d'une panoplie de formes d'expression. L'enfant nouveau, lui, découvre qu'il est manipulé vers l'âge de 4 ans, 5 ans. Il va le conscientiser réellement vers 6 ans, 7 ans, 8 ans, dépendant encore une fois des biologies des enfants, de leur corps physique, de leur corps neuronique. Lorsqu'un enfant découvre qu'il est manipulé, alors il voudra évidemment mettre fin à cette manipulation. Ou il voudra manipuler. Mais l'enfant nouveau, vers l'âge de 3 semaines, 4 semaines, commence déjà à manipuler l'extérieur. Et étant donné que la majorité des adultes, donc les pédagogues, sont des êtres qui sont émotivement reliés aux enfants, normalement, ces enfants-là vont devenir des manipulateurs absolument terribles. Alors l'enfant, lui, va découvrir qu'il est manipulé à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on lui dit « fais le ménage de ta chambre ». Alors l'enfant nouveau demande pourquoi. Alors on lui répond « parce que je veux plus voir ta chambre comme ça ». Mais l'enfant nouveau comprend immédiatement que c'est elle, la personne, qui ne veut pas voir la chambre comme ça. Alors, logiquement, intelligemment, elle n'a qu'à faire le ménage. L'enfant ancien, lui, va réagir si on le menace. L'enfant nouveau va réagir aussi si on le menace. L'enfant ancien va se plier sous la menace. L'enfant nouveau va se révolter sous la menace. L'enfant ancien va réagir à ceci. Oui, mais ça ferait plaisir à maman, ça ferait plaisir au professeur, ça ferait plaisir à la gardienne. L'enfant nouveau, lui, sait très bien que le bonheur d'un humain doit être dans les mains de l'humain. Ça te ferait plaisir? Ça me regarde pas. Alors, on va penser que l'enfant nouveau est sans cœur. L'enfant nouveau est capable de comprendre l'écologie des choses si on daigne bien lui expliquer. L'enfant ancien ne pourra peut-être pas la comprendre. Il pourra peut-être aussi, ça dépend de l'éducation qu'il aura. L'enfant nouveau va faire le ménage de sa chambre s'il en comprend l'intelligence. Sinon, comptez pas sur lui. Même s'il a 6 ans, ou 5 ans, ou 4 ans. L'enfant nouveau va faire le ménage de sa chambre s'il a un maudit gâteau en retour. C'est-à-dire que il va se rendre compte qu'il peut manipuler les pédagogues en leur donnant certaines carottes,
en faisant comme s'il était le bon enfant, et ça beaucoup plus précocement que l'enfant ancien. On sait que l'enfant ancien a aussi une tendance à manipuler l'adulte. Sauf que l'enfant ancien ne s'en rend pas compte. L'enfant nouveau, lui, le découvre. Et lorsqu'il le sait, l'enfant nouveau va être capable de regarder un pédagogue dans les 2 yeux et le regarder pendant 1 heure de temps. L'enfant ancien ne peut pas faire ça. L'enfant nouveau sait que ça manipule. Alors l'enfant nouveau va être capable de sortir des mots absolument exquis pour détruire n'importe quel homme ancien, femme ancienne, et pour abîmer ou altérer suffisamment une personne transitive. L'enfant ancien n'y arrivera pas, très rarement. Donc, on a affaire, lorsqu'on s'adresse à un enfant nouveau, à quelqu'un qui, effectivement, est plus, si on veut prendre le terme, évolué, amélioré, plus adulte rapidement que l'enfant ancien. Lorsqu'on a un adulte dans un corps d'enfant, réglé par un système endocrinien d'enfant, donc l'adulte, dans l'enfant, ne peut pas agir comme un adulte, mais ne peut plus agir comme un enfant. C'est l'enfant nouveau. Lorsque le pédagogue rencontre un enfant nouveau, il va lui mettre la main dans les cheveux. Il y a de fortes possibilités que l'enfant nouveau lui gratte la bédaine ou lui tire, qu'il lui remette l'appareil. Lorsque un enfant nouveau se fait insulter, vous pouvez être certain de manger aussi des insultes. Lorsqu'un enfant nouveau ne comprend pas l'intelligence de ce qu'on lui demande de faire, il ne le fera habituellement pas, sauf s'il y a un intérêt manipulateur de son côté. Si on l'oblige à le faire, on peut être sûr d'avoir de gros problèmes avec. Et ça ne regarde pas l'âge. Dans la majorité des cas, le psychologue ou le psychiatre va suggérer des médicaments pour tendre à normaliser l'enfant. Un enfant nouveau semble hyperactif, mais il ne souffre pas d'hyperactivité physique. C'est une hyperactivité mutative ou maturative qui apparaît parce que le cadre dans lequel il peut s'exprimer n'est pas adapté à lui. Alors évidemment, il devient hyperactif. Il a de l'énergie, il a de la vie. On ne peut pas lui demander de se tranquilliser tout de suite. Sauf que tout le cadre de Babel dans lequel il se trouve, ou le cadre scolaire dans lequel il se trouve, est un cadre dans lequel lui ne peut pas s'exprimer. L'enfant ancien va y parvenir. Savez-vous comment on distrait un enfant ancien? On lui met des petites choses, des jouets, prenons l'exemple des garderies. On lui met des jouets, disons, qui vont développer son cortex associatif, mettre un triangle dans un trou triangulaire, mettre une sphère dans un trou sphérique. On va lui donner des casse-têtes, on va lui donner de la peinture. On va lui donner des choses qui sont un petit peu en avant de ce qu'il peut faire. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande à l'enfant ancien de se développer. Et normalement, l'hyperactif, normal, c'est pas un hyperactif, disons, pathologique, va trouver suffisamment d'expression pour commencer à s'amuser. Et s'il y a des personnes qui ont froid, vous avez juste à le dire, et puis on va éteindre la climatisation. D'ailleurs, je pense qu'il fait un petit peu froid, fait que peut-être qu'on peut éteindre la climatisation. Bon. Une chose intéressante chez l'enfant nouveau, c'est que s'il y a froid, il le dit, s'il y a chaud, il le dit. Et il faudrait aussi que les humains agissent comme ça. Ils vont pas travailler avec les enfants, c'est plus intéressant. Bon. L'enfant nouveau, lui, n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il se fout d'être normal, d'être comme tout le monde. Alors, ce qui fait que lui, s'il a quelque chose, il va le dire. La personne qui donc donne un système, disons, de pédagogie à un enfant ancien va donner des jouets, des choses qui obligent l'enfant à surmonter. Alors, ça devient une espèce de phénomène intéressant pour l'enfant où il découvre, il découvre ses mains, il découvre qu'il peut prendre. À un moment donné, il découvre qu'il peut associer, il découvre qu'il peut construire un petit casse-tête, il découvre qu'il peut dessiner. Bon, évidemment, sa vision psychologique de la réalité n'est pas la même, ce qui fait que lorsqu'il voit un paysage, il le transcrit d'une façon, disons, atroce pour l'adulte, mais lui, il trouve que c'est pareil. Et on demande à l'enfant ancien de devancer. Donc, on lui donne des petites choses à aller chercher. On prend un enfant nouveau, qui évidemment est en avance à ce niveau-là sur l'enfant ancien, et on lui donne le même cadre. Il va être absolument hyperactif. Lui donner des médicaments, c'est forcé, ça serait un peu comme si on voulait tuer quelque chose de bien. Parce que ce quelque chose de bien cadre mal dans la structure qu'on a établie. Cadrant mal, elle nous fait du mal et on détruit. Mais justement, ce cadre-là, on l'associe souvent à la standardisation de l'éducation. On standardise à peu près tout, à peu près à tous les niveaux. On essaie de mesurer des choses, puis de l'appliquer à tout être. Alors que l'individu nouveau
plus fonctionner dans un cadre comme ça. Bon, ça, c'est un point relativement intéressant qu'on doit de toute façon aborder. Premièrement, c'est sûr qu'on a une standardisation de la pédagogie et on va dire c'est normal, on n'a quand même pas le temps de s'occuper de chacun des enfants en particulier. Alors imaginez-vous le drame. Si déjà on dit que c'est normal parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de chaque enfant en particulier, bien évidemment au niveau social, on crée de gros problèmes. Parce qu'on engendre déjà des adultes qui seront d'une façon hyper collective et qui auront toujours besoin d'une standardisation sociale pour pouvoir fonctionner. Parce qu'ils ne seront jamais capables de se prendre en main, parce que jamais on n'aura plus le temps de leur dire qu'ils pourraient le faire. Mais évidemment, on va dire, oui, mais j'ai une classe de 20 élèves, je ne peux pas. Vous savez que le meilleur chef d'armée, le meilleur général, le meilleur, que ce soit Churchill, que ce soit Eisenhower, que ce soit ceux qu'on a déjà connus à un moment donné, leur faculté était de traverser une troupe de 3000 hommes, de juste la traverser en avant et de s'en aller. Et chacun des 3000 hommes était convaincu que pendant 1 millième de seconde, le général les avait regardés personnellement. On a une classe de 20 élèves, mais dans une journée où on a une garderie avec, je ne sais pas moi, 7 ou 8 enfants peut-être par technicien, j'ai aucune idée. Mais combien de temps est-ce qu'on peut réellement se dire qu'effectivement il y a eu pendant cette journée ou pendant cette classe un laps de temps suffisamment long où le pédagogue a pris le temps d'avoir une communication parfaite avec l'enfant? On s'illusionne toujours que c'est 1 heure ou 2 que l'enfant a besoin. Ça dépend de la qualité de la communication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est un être qui est quand même relativement grégaire, donc il vit en troupeau, il appelle ça une société parce qu'on est trop orgueilleux, mais c'est un phénomène. Bon, et ça, les sociétés de l'homme ancien sont construites de façon à ce que l'enfant, au niveau de sa pédagogie, ait continuellement toujours besoin du reste, de l'ensemble. Ce besoin, on va l'instruire en lui disant qu'il doit respecter, il doit avoir du respect. Mais évidemment, ce respect doit être mérité. Et dans la tête de l'enfant ancien, le respect, il va le donner s'il a des punitions. Dans la tête de l'enfant nouveau, le respect, il va le donner s'il y a respect à donner. Alors, on a des théorèmes, par exemple. Je dis souvent que, à un moment donné, on a un des commandements d'une des grandes religions de la planète qui dit que tu honoreras ton père et ta mère. L'enfant ancien va dire pourquoi. Les parents anciens vont répondre parce que c'est comme ça, tu nous dois respect. L'enfant ancien, ben, pendant un bout de temps, ça va pas nier. L'enfant nouveau, lui, va carrément répondre. Si on lui dit tu dois honorer ton père et ta mère, l'enfant nouveau va répondre oui, s'ils sont honorables. Alors évidemment, on rentre carrément encore une fois dans une autre structure de pédagogie. Le phénomène intéressant, c'est qu'on a les deux êtres en même temps dans les mêmes classes, dans les mêmes garderies. Standardiser, c'est une chose. Sauf que on ne doit pas standardiser. La vraie raison pourquoi on standardise, ce n'est pas que ça prendrait trop de temps de communiquer avec chacun des élèves. C'est faux. On a trop de matière à donner. Je pense que chaque éducateur, chaque professeur sait très bien que d'année en année, la matière est diluée. Parce que moi, ce que j'apprenais en secondaire 1, ils l'apprennent en secondaire 4. Ce que j'apprenais en 6e année, ils l'apprennent maintenant au secondaire, etc. Alors, je pense pas que... Maintenant, on va dire, justement, on a ce genre de raisons. Parce qu'il faut comprendre que l'éducateur, évidemment, est un être humain. Et ce n'est pas un défaut d'être un être humain. Puis même si souvent l'humain se dit que, ouais, mon être humain, après tout, peut pas être parfait. Bon, ça, c'est l'excuse qu'il veut se donner. L'être humain est un être qui a de l'ego. Cet ego s'exprime, se protège et s'exprime sous forme d'orgueil. Une panoplie d'orgueil. Lorsque l'éducateur, on lui dit tu devrais communiquer plus proche avec tes enfants, ben, on va donner des raisons. Et la standardisation est la raison majeure qui permet aux professeurs, aux techniciens, aux pédagogues de supporter leur manque d'évolution. Quand je parle d'évolution, je ne parle pas d'évolution spirituelle. On parle d'une évolution. Il y a l'évolution darwinienne, l'évolution adaptative des animaux, il y a l'évolution améliorative de l'humain. On parle donc d'amélioration. Lorsque l'humain se dit « oui, mais j'ai pas le temps », on peut tout renverser le phénomène et juste poser la question. Est-ce que le pédagogue est vivant? Est-ce que le pédagogue est un être humain qui vit? L'enfant est un être vivant. Le pédagogue est souvent un être mémoriel, un être qui se cache derrière sa structure pédagogique, derrière ce qu'on lui a enseigné, et qui finalement, lorsqu'il a suffisamment de transition chez lui, va se cacher derrière la structure de l'école ou de la garderie. C'est-à-dire que moi, je veux bien le faire. Bon, à un moment donné, on prend des photos. Alors, il y a le photographe qui est là, puis le professeur vient avec sa classe, et puis là, on vient prendre une photo, puis le professeur, ben, il met 2 oreilles derrière un élève. Fait que toute la classe part à rire, puis la photo, elle est apparemment manquée.
Enfin, moi, je trouve qu'elle a réussi, mais enfin, elle a manqué. Alors, on reprend une deuxième photo, les élèves se calment un peu, puis la photo, là, elle a réussi. La classe suivante qui passe, ben, ils ont vu faire l'autre classe. Fait qu'évidemment, tous les élèves commencent à se faire des oreilles. On parle d'élémentaire. Et là, le professeur de cette classe-là, qui tout le monde fait des oreilles, ben, il va voir l'autre professeur qui est parti de balle, puis lui dit carrément que c'est de sa faute si ça arrive. Alors l'autre qui est vivant, ben, finit par se dire, je peux pas être vivant dans mon école parce que la structure pédagogique, la structure scolaire me l'interdit. Ce qu'elle aurait dû répondre à l'autre professeur, c'est que c'est drôle, mais moi, je l'ai fait, ils ont tout ri. Quand je leur ai demandé de se calmer pour prendre l'autre photo, je leur ai expliqué pourquoi, puis ils l'ont fait. Pourquoi t'arrives pas à leur expliquer, toi? Alors, c'est un gros problème. J'ai enseigné. J'ai enseigné pour la ville de Montréal-Nord, pour la ville d'Anjou, pour Pointe-aux-Trembles. J'enseignais un art martial, le judo, et j'appelais ça judo pédagogique. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de nos structures. Et effectivement, j'ai rencontré souvent des pédagogues qui venaient me voir et qui me disaient que ça n'avait aucun sens de la façon dont j'enseignais. Sauf que mes élèves, mes classes grandissaient, on ouvrait de temps en temps de nouvelles écoles, on rajoutait des heures de cours, et puis souvent on dit que le judo, il fallait aussi que les élèves apprennent à aller en compétition. Bon, je leur enseignais pas à aller en compétition. Par contre, en compétition, ben, les élèves avaient de très bons résultats, sauf que nos classes étaient heureuses. Alors, il y a tout un phénomène qu'il faut, on parle de standardisation. La standardisation permet à un être humain fatigué de pouvoir enseigner sans que ça paraisse trop qu'il est fatigué. Ça permet à un être humain déprimé de pouvoir enseigner sans que ça paraisse trop qu'il est déprimé. Ça permet à un être humain, disons, tanné, un être humain qui a des problèmes humains, de pouvoir enseigner sans que ça paraisse. Et surtout, c'est que ça sécurise cet humain-là. Bien, évidemment, vu que ça paraît pas. Sauf que l'enfant, quand il y a un problème, on le voit, parce que l'enfant se cache pas. Sauf, évidemment, si on le refoule continuellement, c'est-à-dire que là, chaque fois que l'enfant a un problème, un enfant qui vient vous voir un jour et qui vous demande est-ce que Dieu existe. Imaginez-vous que la pédagogie n'a rien à voir avec la spiritualité. Sauf que ces phénomènes-là doivent être abordés en pédagogie. Et l'humain ne se donne pas l'autorisation parce que les parents ne donnent pas l'autorisation pédagogue. Je suis mormon, alors je vais dire oui. Puis évidemment, c'est pas de la pédagogie, ça. Ça, c'est de la manipulation. Je suis chrétien, je suis témoin de Jéhovah, je suis Krishna. Alors évidemment, ce n'est pas de la pédagogie. On doit s'arranger pour que l'enfant puisse suivre son cheminement. Mais souvent, le pédagogue, premièrement, la société lui donne un mandat relativement limité et qui est de plus en plus limité. Limité pourquoi? Parce qu'on le limite, parce que la majorité du mandat, normalement, beaucoup d'éducateurs, de pédagogues n'arrivent pas à l'accomplir. Alors on le limite. En plus, les parents finissent par ne plus vouloir que certains mandats soient accomplis. Alors on le limite. Mais les parents n'accomplissent pas plus leur mandat. Alors, on a l'enfant ancien qui arrive à supporter ce phénomène, qui arrive à dire, bon, ben moi, je traverse pas la rue sans regarder. Alors, on demande à l'enfant ancien pourquoi? Ben parce que ma mère veut pas, parce que mon père veut pas, parce que le pédagogue veut pas, parce que je vais me faire chicaner. Et si on demande à l'enfant nouveau pourquoi tu regardes avant de traverser la rue, ben il va répondre, ben maudit niaiseux pour me faire frapper. Il y a une nuance majeure, et vous allez de plus en plus rencontrer de ce genre d'enfants qui paraissent sans cœur, qui paraissent hyperactifs, qui paraissent conférence de toute façon à un moment donné sur savoir éduquer un enfant nouveau. Et là, évidemment, il y aura plus de personnes impliquées dans la pédagogie, dans l'éducation. On va donc y aller, disons, d'une façon peut-être plus structurée au niveau de l'éducation. Mais la première chose à faire, c'est que ces enfants-là, on doit leur donner des raisons intelligentes. J'ai fait cette conférence dernièrement, conférence régulière, conférence du vendredi, et c'était un professeur qui m'interviewait. Première question, j'ai demandé au professeur, je lui ai dit, donne-moi une raison intelligente pour un enfant d'aller à l'école. Il a cherché. Il a ri. Et s'il peut donner un paquet de raisons qu'il a appris, je parle d'une raison intelligente. La raison intelligente qu'on va normalement donner, ça va être, ben oui, mais il faut que tu prépares ton avenir. L'enfant est un être vivant qui veut vivre l'instantanéité. Alors, je disais à cette conférence que la majorité de notre structure éducationnelle faisait en sorte qu'on passe notre jeunesse à préparer notre vieillesse et on passe notre vieillesse à regretter notre jeunesse. Et c'est un fait. Alors, il y a des raisons intelligentes d'aller à l'école, c'est évident. Mais est-ce qu'on est capable d'en donner? Mais est-ce qu'on va en donner à l'enfant? Cours de géographie. Bon, l'Afghanistan, c'est ici. Mais l'enfant nouveau, là, l'Afghanistan, là, quand il va vouloir voyager, il va s'organiser pour savoir où ce que c'est. Pour l'instant, c'est pas intéressant. Il va jouer du crayon, il va s'ennuyer, il va niaiser, il va tout faire, mais puis si le professeur le chicane, on va aller de mal en pire.
Il y a une raison intelligente, j'imagine, à ce que l'humain fait. Mais est-ce que l'humain peut en parler de ces raisons intelligentes? On prend l'enfant puis on l'éduque à faire de l'éducation physique. Alors, on met des ballons, on met des cerceaux, on met des coussins, on met des trucs pour jouer, on donne des petites feuilles avec des dessins dessus, et puis là, l'enfant joue. Puis en jouant, ben, il fait de l'éducation physique. On met de la compétition, on sait que l'enfant a un petit peu d'orgueil, d'ego, fait qu'on fait des petites courses, on fait des petites choses. C'est correct. Puis à un moment donné, ben, l'enfant, il finit par assimiler que jouer, c'est le conditionnement physique. Puis rendu secondaire, ben, l'enfant commence par vouloir arrêter de jouer. Et il arrête aussi de faire du conditionnement physique. Et quand il devient adulte, ben, il joue plus. Est-ce qu'il en fait encore l'éducation physique? Ben non. Alors pourquoi qu'on n'a pas dit à un moment donné à l'enfant qu'il avait une intelligence au conditionnement physique? Puis si tu veux jouer, ben, il y a moyen de faire du conditionnement physique, puis de jouer, de mettre deux choses ensemble. Mais le conditionnement physique, c'est pas un jeu. C'est parce qu'il y a une raison intelligente d'entretenir son corps physique. Lorsque l'enfant veut plus jouer, il sait que le corps physique reste important. Il va continuer à faire de l'éducation physique. Un autre exemple, on prend l'enfant ancien, puis on lui dit toujours, ça souvent les pédagogues le font. Peut-être pas en garderie ou à l'école. À l'école, ils mangent pas là. En garderie, ben évidemment, les parents payent pour qu'ils bouffent. Alors, peut-être que ça fonctionne pas, mais à la maison, ça marche encore souvent. Bon, t'es tannant, t'auras pas de dessert. Il arrive quoi? Il arrive qu'on éduque l'enfant que quand toute la bouffe est pleine, le bonheur est là. Alors, on éduque l'enfant que la nourriture n'est pas quelque chose d'intelligent pour alimenter le corps, mais que la nourriture est une récompense. Et on a des adultes, à un moment donné, qui mangent. Soit pour se remonter le moral. Parce que quand tu manges, ben, tout va bien. C'est une programmation psychologique. Qui mange pour passer le temps, qui mange pour se désennuyer, qui mange psychologiquement. En fin de compte, on a une société qui nourrit son corps psychologique, mais qui nourrit pas son corps physique. L'enfant ancien, lui, va finir par passer là-dedans, mais c'est pas long que l'enfant nouveau va carrément répondre, mais ton dessert, j'en veux pas. Vous allez remarquer de plus en plus, et les enfants nouveaux, de plus en plus, transparaissent, que la majorité du système punitif conventionnel n'a pas de prise sur eux. Et qu'est-ce que l'éducateur fait dans ce temps-là? Il panique. Et qu'est-ce qu'un enfant nouveau fait devant l'éducateur qui panique? Il part à rire. Alors, qu'est-ce que l'éducateur va faire avec un enfant nouveau et un enfant ancien en même temps? On devrait, premièrement, si on veut travailler avec des enfants nouveaux, cela veut dire qu'on doit intelligencer la pédagogie. Savoir pourquoi on éduque. La garderie, est-ce que c'est exclusivement là pour garder les enfants? On pourrait mettre des cages. Bon. La garderie, évidemment, elle a une structure sociale intelligente. Elle permet aux parents de travailler, de se reposer. Ou l'autre, parce qu'on peut faire garder des enfants aussi pour se reposer. Mais étant donné que dans la garderie, l'enfant va passer une partie de sa vie, il devient donc intéressant socialement, humainement, de faire en sorte que la garderie devienne quelque chose, non pas seulement juste de plaisant pour l'enfant, mais quelque chose d'instructif, de pédagogique. Alors évidemment, les techniciens en garderie, ainsi que les propriétaires de garderie, devraient s'arranger déjà là pour qu'il y ait une certaine forme de pédagogie dans la garderie. Disons qu'au niveau de marketing, ça devient intéressant. Évidemment, ça fait une très bonne promotion pour la garderie. Donc, au niveau des affaires, c'est intelligent de le faire. Il y a une raison. Deuxièmement, il y a une raison aussi, c'est que les éducateurs vont commencer à aimer travailler là. Et les enfants vont aimer vivre avec les adultes. On sait que l'enfant nouveau, c'est très bien, c'est pas long qu'il sait très bien que quand il est passé une garderie, c'est parce qu'on se débarrasse de lui quelque part. Ici, on dit oui, c'est parce que maman et papa sont partis travailler. Oui, travailler. Travailler à la maison. On peut comprendre l'intelligence du travail. Il faut leur expliquer. De quelle façon on doit fonctionner en garderie comme dans toute la structure pédagogique qui va suivre? Donc, l'école élémentaire, l'école secondaire, le cégep qui peut-être un jour va disparaître et l'université. Toute la fonction doit être faite en fonction d'une pédagogie qui fait appel à l'immédiat terme, au court terme, au moyen terme et au long terme. La majorité de la structure pédagogique de nos sociétés est basée sur le long terme, en premier. Ensuite, au moyen terme, ensuite au court terme et à peu près jamais dans l'immédiat terme. Quand est-ce que la structure pédagogique s'attaque à l'immédiat terme? Quand l'enfant va voir un psychologue, un orienteur, un pédagogue spécialisé. Autrement dit, quand l'enfant n'arrive plus à vivre dans le court terme, c'est-à-dire quelque chose qui est quand même différé dans le temps, bien là, on dit que l'enfant a un problème et c'est là qu'on s'occupe de son immédiat terme. Et on devrait tout reformer la structure pédagogique à partir de l'immédiat terme
ensuite le court terme, ensuite le moyen terme, et finalement, si on a le temps, le long terme. Vous savez qu'il y a un être humain qui n'a pas appris tout ce qu'on enseigne dans les écoles, mais qui a appris à vivre, qui a appris à arriver en retard sans se faire pincer, qui a appris à copier sans que ça paraisse, qui a appris à avoir des notes d'examen qu'il ne mérite pas, qui a appris une panoplie de choses comme ça, souvent finit par être un de ceux qui va faire fonctionner le plus la société. Parce qu'à un moment donné, quand il trouvera intelligent de se trouver un job, il s'organisera pour aller se vendre. Il va compter des menteries, il va rentrer, il va être à la hauteur de ses menteries, puis il va fonctionner. Tandis que celui qui apprend tout, normalement l'enfant ancien va faire cela, il apprend tout au complet. Quand il sort, ben là, maintenant, il faut qu'il réapprenne de quoi de neuf. Il sait plus comment ça marche. Il n'a pas appris. On arrive quelque part, on lui dit « Ouais, j'ai pas besoin de ça ». Il n'a pas appris à répondre. Il n'a pas appris à pousser à des portes. Il n'a pas appris à s'habiller pour rentrer. Il n'a pas appris à un paquet de choses. Les médiatermes, c'est ça? Alors on va dire, oui, mais les médiatermes, c'est compliqué à instruire. Non. Un enfant nouveau-né, il est déjà instruisable par les médiatermes. L'enfant a quelques mois et il pleure toujours. Chaque fois qu'il pleure, l'enfant manipule évidemment. Chaque fois qu'il pleure, le pédagogue, ça peut être le parent, se sent pris et va voir. Il peut être pris de deux façons. D'une façon émotive, ce qu'on appelle l'amour, et d'une façon, disons, orgueilleuse, t'écœuré de l'entendre broyer. Et il réagit. Sauf que chaque fois qu'un enfant pleure et qu'on réagit, on instruit, on programme l'enfant à pleurer pour avoir une résultante de l'extérieur. On en fait un enfant broyeur. L'enfant nouveau va broyer en masse. J'ai un enfant qui a 5 ans, qui est assis dans la table de la cuisine et qui, à un moment donné, lâche un immense cri. Ah! Là, il entend la mère puis sa sœur qui arrive en courant, là. Les deux arrivent terrorisés en avant, puis ils les regardent. C'était un bon cri, hein? Ben oui, là, il expérimentait encore. D'ailleurs, c'est lui qui a sauté sur le dos de son père. Il est rendu à 6-7 ans. C'est un enfant nouveau. Alors, on va dire, c'est quoi ça? Le moindrement qu'on évolue dans une spiritualité un petit peu trop haute, pas assez terrestrifiée, pas assez groundée, mais on va penser qu'il était possédé. Un enfant c'est le mal incarné. Non, c'est l'intelligence incarnée. Puis de l'intelligence, ça ne peut plus fonctionner avec des « fais-le parce que ça me fait plaisir »,« fais-le parce qu'il faut le faire ». Oui, mais c'est pas normal de faire ça. Ça marche pas comme ça. Alors donc, on a l'immédiat-terme et on a tout le reste au complet. Mais ça, on va revenir dans la conférence sur l'éducation. L'enfant nouveau lui-même, on va biologiquement ou génétiquement en parler un peu. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une théorie. On va dire, alors comment ça se fait que les pédagogues n'en parlent pas, que les psychologues ne sont pas les premiers à l'avoir détecté? On étudie encore les animaux pour comprendre l'homme. On étudie encore l'enfant d'aujourd'hui à partir de ce qu'on a écrit sur l'enfant dans le passé. Et chaque fois qu'un pédagogue finit par dire « il y a quelque chose de neuf », on lui demande s'il y a au moins un doctorat. On commence à en parler de ça. Dernièrement, j'ai regardé un article dans une revue qui est assez populaire au Québec, et c'était la psychiatrie, quelque chose dans le genre, n'arrive pas à comprendre ses enfants. Les enfants comment? Incassables, c'est en plein ça. Mais la psychiatrie ne peut pas comprendre les enfants incassables. Elle essaie de les comprendre à partir des enfants cassables. C'est quoi un enfant incassable? C'est en plein ça. Tu vas faire ça! Bûche, coupe-moi les mains, tape! Je ferai pas ça. Ils ne seront pas cassés. Et ces enfants-là, souvent, on a au Québec, on est dans la région planétaire où il y a le plus d'enfants nouveaux, c'est le Québec. Okay? C'est peut-être extrêmement frustrant pour les êtres médiocres du Québec. Bon, à un moment donné, il y a quelque part sur la planète qui se passe quelque chose, ben là, c'est le Québec. Bon. Et on a de plus en plus de suicides infantiles au Québec. On sait, dernièrement, des sondages qui sont sortis que la deuxième cause de mortalité chez les enfants en bas de 15 ans était le suicide, et chez les enfants en bas de 21 ans était aussi le suicide, et que ça s'en allait vers ça allait devenir la première cause de mortalité chez nos enfants. Alors, évidemment, on va dire, pourquoi? Il y a un enfant de 9 ans qui se pend parce que sa mère lui coupe la télévision. C'est un enfant nouveau. L'enfant ancien est comme l'homme ancien. Il veut vivre même si on le torture parce qu'il a plus peur de la mort que de vivre les tortures qu'il connaît. L'enfant nouveau, lui, n'a pas peur de la mort. Alors, si la vie n'est pas adéquatement intéressante pour lui, alors il se suicide. L'enfant nouveau est
a une faculté d'intelligence différente de l'homme ancien et de l'enfant ancien. Quand je parle d'homme, je parle de femme. L'enfant nouveau, lui, où il a cette avance, c'est qu'il est capable de décortiquer la relation psychologique qu'il vit avec les autres. Ce que l'homme ancien ne fait pas normalement et ce que l'enfant ancien n'arrive pas à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'instantanément, lorsqu'il rencontre quelqu'un, il découvre ses cordes sensibles pour le manipuler. Et il découvre une panoplie de choses. Un jour, le professeur rentre tout souriant, puis l'enfant va lui dire « Bon, c'est encore chicané que ça va là. » Si la professeure l'entend dire, souvent, ce sont des femmes qui enseignent encore à l'élémentaire, la professeure, l'institutrice, va lui dire « Ben voyons donc, qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as plus de bleu dans la face que normalement. » Elle s'est maquillée plus. Il y a une expression psychologique qui fait que les adultes et les personnes anciennes l'expriment. Mais l'enfant nouveau, lui, le décode, ça. Et il va être suffisamment instantané pour toujours répondre clairement. Ce qui, normalement, désarçonne complètement les pédagogues. Alors, on va continuellement essayer de travailler avec l'enfant nouveau, l'enfant incassable, dans un terme psychiatrique. Et on va dire pourquoi que moi, par exemple, Daniel Kem en parle le premier. Il faut comprendre une chose, c'est que si on n'a pas trop d'instructions dans un domaine et qu'on vit dans le domaine, on a plus de chances de comprendre le domaine tel qu'il est présentement. Tandis que si on arrive avec toute une structure qui devrait nous permettre de comprendre le domaine, de fortes chances qu'on n'arrive pas à comprendre le domaine. On va dire à l'enfant, normalement, un enfant, quand tu lui fais peur, tu peux le traumatiser, sa psychologie n'est pas assez forte pour supporter le trouble, disons, pour résister à la peur, à la contrainte et surtout à la culpabilité. Oui, normalement. L'enfant nouveau vit sa phase de maturation psychologique, l'adolescence psychologique, à 6, 7 ou 8 ans. Alors, il a suffisamment maintenant de substance pour résister à ces contraintes. Il ne peut donc pas être pédagogisé ou éduqué de la même façon que l'enfant ancien. Alors, on va essayer de culpabiliser l'enfant nouveau. Bon. Alors, la bonne femme, quand je dis bonne femme, c'est une femme qui est bonne. Bon, vous comprenez le terme comme ils sont. La bonne femme, elle a son panier à linge sale et puis elle demande à son fils de 10 ans de descendre le linge sale à côté de la laveuse dans le sous-sol. L'enfant est en train de jouer avec quelque chose. Normalement, l'enfant nouveau, à l'âge de 10 ans, va jouer avec un ordinateur. Et il va jouer donc avec des choses. Et il va dire, ouais, pas de suite quand j'aurai fini. Évidemment, la mère sait très bien que quand il va avoir fini, il risque carrément d'oublier. Parce que lui, pour lui, il n'y a pas d'intelligence, enfin, il n'y a pas d'utilité écologique. Il n'a jamais expliqué que le linge fallait qu'il soit lavé. Lui, il n'a pas besoin de laver le linge. Elle lave le linge. Il se casse pas la tête. Alors la mère va dire, bon, ben c'est ça, après ça, si un jour j'ai les problèmes dans le dos, on saura sa faute de qui. Puis là, descend jusqu'en bas. L'enfant ancien peut être manipulé par ce genre d'éducation culpabilisatrice. L'enfant nouveau, c'est ça, qu'est-ce qu'on se dit? Regarde. Lui, il ne bougera pas. Donc, effectivement, les enfants incassables, ben oui, les enfants nouveaux, ça existe. La science commence à en parler, mais elle ne peut pas l'expliquer parce qu'elle essaie toujours d'expliquer ces choses à partir des choses anciennes. Justement, un des caractères qu'on lui donne souvent, c'est c'est un individualiste. Il n'est pas du tout assujettissable à la collectivité de quelque façon que ce soit. Bon, ce phénomène est intéressant pour la simple raison que lorsque je parle de l'homme nouveau, je dis que l'homme nouveau a une conscience tout à fait individuelle, mais il n'est pas individualiste. Une nuance majeure. L'homme nouveau comprend l'intelligence du travail en société ou du travail collectif. Sauf qu'il n'a pas besoin de l'opinion d'autrui. Donc, il ne regarde pas les sondages pour savoir pour qui il va voter. Ce que l'homme ancien va faire souvent. Bon, l'homme ancien est assez orgueilleux qui veut gagner. Il va voter pour les chiffres. Bon. L'enfant nouveau est individualiste pour la simple raison que tout le cadre dans lequel on le force à être placé est un cadre qui n'est pas le sien. Individualiste aussi parce qu'il se rend compte qu'il peut manipuler et qu'il n'a réellement aucune relation à son niveau avec personne. Alors, il va donc, à un moment donné, refuser tout contact avec l'extérieur sans en être nécessairement malheureux. Et ça encore, c'est assez traumatisant pour le pédagogue, normalement, de voir que l'enfant est dans son coin, qui fait rien, mais qui n'a pas l'air à s'ennuyer. Bon, un enfant qui a des problèmes mentaux peut vivre comme ça. Alors, évidemment, on va vouloir le présenter à des spécialistes. Ces spécialistes-là vont évidemment essayer d'avoir des solutions, des raisons, et normalement, on va normaliser l'enfant et on va lui trouver des problèmes qu'il n'a pas. L'enfant nouveau ne s'ennuie pas. Évidemment, on a une nuance. C'est toujours que tout à l'heure, j'expliquais qu'on a aussi l'enfant transitif, qui peut donc avoir une partie nouvelle, une partie ancienne. L'enfant ancien s'ennuie.
Pourquoi? Parce que l'enfant ancien, lui, apprend instantanément, immédiatement, il accepte facilement la pédagogie qui l'assujettit à tout le monde. Alors, les parents sont partis 2 semaines de temps, ben l'enfant ancien s'ennuie. Pourquoi? Parce qu'il a appris que dans l'amour, il fallait souffrir. Donc, si tu aimes tes parents, c'est normal que tu t'ennuies. Fait qu'ennuie-toi. Lorsque les parents arrivent et que c'est un enfant nouveau, ils vont lui dire, puis t'es ennuyé. L'enfant nouveau va répondre, non. Et les parents, encore une fois, vont avoir l'impression que leurs enfants ne les aiment pas. L'enfant nouveau vit d'un amour intelligent. L'enfant ancien vit de l'amour sélectif, psychologique, un amour souffrant comme l'homme ancien. Et les éducateurs, normalement, sont assujettis à cet amour sélectif. J'aime ça, j'aime pas ça. Bon, l'enfant nouveau, lui, tu demande, t'aimes-tu ça? Ouais. T'aimes-tu ça? Ouais. Bon. Mais y a quelque chose que t'aimes plus? Non. C'est l'amour intelligent. Ôte-moi ça, ça va, prends-les. Il va être capable de s'autogérer. Sauf que l'enfant nouveau est un enfant qui vit, qui passe par les mêmes phases structurales de maturation de l'homme ancien. Sauf qu'il va devancer ces phases d'expression. Donc, l'enfant nouveau va être exactement comme un enfant ancien à la naissance. Biologiquement, non. Et ça, on va en reparler un petit peu. Mais biologiquement, non. Il va évoluer plus rapidement, mais il va quand même passer par toutes les phases. Un enfant nouveau peut pleurer, comme un enfant ancien. Un enfant nouveau va vivre le même genre de problématiques psychologiques. Un enfant nouveau va développer un plan mental plus rapidement, mais il aura des phases normales. Un enfant nouveau peut devenir agressif, peut devenir tout ce que l'homme ancien fait, mais il le fera mieux. Si un enfant nouveau devient un tueur, il va être dur à trouver. Si un enfant nouveau vend de la drogue, il va en vendre de la drogue. Si un enfant ancien devient un tueur, notre système de limier d'aujourd'hui pourra peut-être facilement l'annihiler. Un enfant nouveau va devenir autre chose. Donc, l'enfant nouveau va faire tout ce que l'être humain fait, mais il va le faire mieux. D'où l'importance d'une éducation très, très, très basique, rapidement. L'enfant nouveau, donc, va vivre la même phénoménologie évolutive, améliorative, que l'enfant ancien, mais il aura des phases plus rapides sur certains plans. Donc, il faut comprendre que l'enfant nouveau, si on l'instruit au plus vite à quelque chose qui devrait servir de base dans n'importe quel système pédagogique, si on l'instruit au plus rapidement, au plus sacrant, dans le terme québécois, de l'intelligence d'un cadre écologique et de l'absolue réalité d'existence d'un cadre écologique, l'enfant nouveau va comprendre cette mécanicité. Et la majorité des adultes ne la comprennent déjà pas. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre écologique? Ben, si vous retournez travailler et vous commencez déjà à enligner un cadre écologique dans la structure où vous travaillez, et si vous commencez déjà à instruire les enfants de l'intelligence d'un cadre écologique, vous allez être capable de récupérer tous les enfants anciens. Et vous allez évidemment accoler à vous tous les enfants nouveaux et tous les enfants transitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre écologique? Ben, l'enfant, il se lève à un moment donné, il prend un pot de gouache bleue, puis ça, il tente de mettre ça à terre, il met ça à terre. Fait que là, le pédagogue, dans beau maudit, là, il se met à crier, puis là, il engueule un peu. Ça se fait pas, ça, on fait pas ça, regarde ça, là, bon. Chez l'enfant ancien, ça peut marcher. Chez l'enfant nouveau, non. Parce qu'à un moment donné, il étudie. Et ça, c'est une chose extrêmement intéressante de constater. Un autre traumatisme pour le pédagogue, c'est que l'enfant nouveau étudie les autres. C'est assez traumatisant. L'enfant nouveau va, à l'élémentaire, étudier les professeurs comme ses collègues, les autres élèves. En classe pré-maternelle, en classe maternelle, en garderie, le même phénomène va transparaître assez rapidement. Qu'est-ce que j'entends par étudier? C'est que vous êtes en train de faire quelque chose, puis il vous regarde. Vous mangez, il vous regarde. Vous l'échappez, il vous regarde, puis il rit. Mais lui ne le fait pas comme un enfant ancien. Lui, il est en train d'analyser. Il est en train d'étudier le professeur, le pédagogue. L'enfant ancien va regarder, va rire, mais ça n'aura pas la même portée psychologique chez lui. L'enfant ancien ne se servira pas de ces quelques observations pour vous manipuler. L'enfant nouveau est en train de vous décoder comme un ordinateur le ferait. Et ça traumatise assez bien les pédagogues qui, normalement, vont vouloir distraire l'enfant ou vont carrément le punir ou vont tout faire, vont se virer de bord, vont changer. Lui, il sait qu'est-ce qui vient de se passer dans la psychologie du pédagogue. Et il saura s'en servir si, à un moment donné, la relation entre le pédagogue et l'enfant n'est pas convenable pour l'enfant. Il saura s'en servir. Donc, il analyse.
Le cadre écologique pour l'enfant, ben, c'est évident que si on intelligencie la pédagogie au niveau de l'enfant nouveau, et ça, il faut bien faire attention, quel que soit l'âge. Alors, on ne peut pas dire à 3 ans, ils comprennent. Non, non. On voit et on s'ajuste et on s'adapte à un enfant. Intelligencier le cadre pédagogique, cela veut simplement dire que l'enfant doit comprendre qu'il est dans un monde où nécessairement ce qu'il va faire va laisser une trace à l'extérieur et que ce qu'il pourra faire sera paramétré par tout ce que l'extérieur fait. C'est ça, un cadre écologique, un écosystème. La terminologie qu'on va employer pour l'enfant dépend du pédagogue et de l'enfant. Mais c'est sine qua non que l'enfant nouveau, pour qu'on commence à avoir de la facilité avec, commence à aimer ça travailler avec les enfants, c'est sine qua non, donc c'est essentiel que cet enfant-là comprenne que mettre de l'eau à terre, ce n'est pas écologique. Pourquoi? Pour la scène, pas parce que c'est laid, pas parce que les autres vont le faire, pas parce que l'enfant nouveau n'est pas collectif. Les autres vont le faire, ben c'est qu'ils le fassent. Là, tout le monde est en rang sauf toi. Non, l'enfant nouveau n'est pas collectif. Il y a une raison d'être en rang. Il ne posera pas toujours la question parce que s'il n'y a jamais de réponse du pédagogue, il ne posera pas de questions. Mais s'il y a des réponses, il va en poser des questions. Et c'est là que ça crée un autre traumatisme, c'est que les questions qu'il va poser devront obligatoirement obliger le pédagogue à se reformer. Alors, ça devient compliqué, assez qu'on pourrait dire, pourquoi c'est inventé, ça? Les enfants nouveaux. Ça n'a pas été inventé, c'est un phénomène qui est génétique. Il y a de cela très longtemps, n'est-ce pas, on avait des bonhommes qui traînaient les bonnes femmes par les cheveux pour faire des enfants. Il n'y a pas de skidoo, fait qu'il traînait la sauvage, hein, traîne sauvage. Bon. Maintenant, lorsque le mâle et la femelle s'accouplent, génétiquement, le code génétique du mâle et de la femelle sont mélangés. Et les caractères dominants des deux vont s'automêler. Et les caractères récessifs, s'ils sont similaires, peuvent se transformer en caractères dominants et ça va donner un enfant. Un enfant qui, génétiquement, est un processus amélioratif du père et de la mère. C'est normal. C'est comme ça que ça marche, l'évolution, surtout. Donc, si on crée un enfant, on a normalement un enfant qui va être quelque peu supérieur aux adultes. C'est ce qui a permis à notre évolution sociale, théologique, morale, scientifique, de pouvoir être transmise à travers des biologies qui étaient de plus en plus capables de supporter ces choses-là. Sauf que la majorité de toute éducation, enfin, la transmission de ces choses est faite par le milieu, par le système pédagogique. Mais évidemment, il faut comprendre que si un véhicule, un réceptacle biologique n'est pas apte à recevoir ce que le milieu veut lui transmettre, ça ne fonctionnera pas. Alors, on va finir par avoir, évidemment, des personnes qui vont faire partie d'une classe plutôt basse au niveau social et d'une classe plutôt haute. À un moment donné, on a eu la farce du système allégé, régulier et enrichi. Bon, enfin. Alors, ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'aujourd'hui, les adultes, évidemment, les corps physiques, vous savez qu'on a des corps physiques beaucoup plus raffinés que nos ancêtres de v'là 800 ans, ou de même 2000 ans, ou de v'là 30 000 ans. Nos corps se raffinent. Se raffinant, pourquoi? Parce que génétiquement, l'amélioration est transmissible par la génétique. Les enfants qui naissent ont une biologie qui est différente. On va y revenir un peu lors de la deuxième partie de la conférence, et de toute façon, je vous invite à poser des questions, et quelles que soient les questions sur ce phénomène, il faudra qu'on en parle. On a juste 1 heure pour en parler et 1 heure pour répondre aux questions. C'est sûr que c'est un peu court pour parler des enfants. Il faut comprendre que l'enfant ancien et l'enfant nouveau sont biologiquement différents, surtout au niveau endocrinien et au niveau neuronique. Il y en a un qui a besoin de comprendre les choses et l'autre n'a pas besoin de les comprendre. L'enfant ancien va se contenter de l'éducation standard, l'enfant nouveau devra comprendre. Le cadre écologique, ça veut simplement dire que l'enfant nouveau, on doit lui expliquer pourquoi pas mettre d'eau à terre. Il faudra que le pédagogue trouve une raison intelligente. Et ça demande au pédagogue un travail. Mais à un moment donné, le pédagogue finit par changer sa vie aussi parce qu'il se rend compte que la vie est vivante aussi. C'est ça qui est intéressant dans le phénomène. C'est pas de spiritualité que je vous parle là. C'est un phénomène psychologique. C'est psychologique, c'est humain et c'est évidemment très enrichissant pour les deux parties, et l'enfant et le pédagogue. Pourquoi je ne dois pas crier en classe? Pourquoi je dois lever la main? Bon, pourquoi je dois apprendre telle chose? Pourquoi on se met en rang? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi je ne peux pas coucher ici à soir? Pourquoi, c'est la relation clé de l'enfant nouveau. C'est aussi la relation clé de l'enfant ancien si on le laisse suffisamment libre. Sauf que l'enfant ancien va poser la question, pourquoi ma sœur n'est pas comme moi? Petit gars qui pose ça.
Alors, le pédagogue va travailler avec l'enfant ancien d'une façon qui va peut-être différer la question, manipuler un peu les choses ou tenter de... Bon. L'enfant nouveau, lui, ça sera pas ça. Si c'est pas clair, il va faire ses recherches. Puis s'il a 4 ans, il va faire ses recherches. Puis il va faire des recherches anatomiques, s'il le faut. Puis des recherches tout à fait dignes d'un gynécologue, s'il le faut. Et il ne se sentira pas frustré de ce phénomène. Il y a une autre chose qu'il faut absolument comprendre, c'est que si on explique l'intelligence des choses à un enfant nouveau, on va pouvoir travailler pédagogiquement avec lui, pédagogiquement. Ça, il y a une chose extrêmement importante, c'est que la culpabilité ne peut presque pas prendre de place dans l'enfant nouveau. Alors, encore une fois, tout le système, tu devrais avoir honte, tu devrais te sentir à toi. Tout le système de culpabilité qu'on va devoir mettre dessus ne peut pas pogner. Alors, une chose extrêmement importante de comprendre, premièrement, si on veut juste commencer à travailler avec ce genre d'enfant, c'est juste de créer un cadre écologique qui est déjà créé. Une classe scolaire, c'est un cadre écologique. Il y a d'autres enfants, il y a un professeur, il y a une matière, il y a des murs, il y a un ensemble matériel qu'on ne doit pas abîmer, qu'on doit économiser. Il y a toute une structure écologique. Dans une garderie, c'est le même phénomène. Alors, mais est-ce qu'il y a une raison intelligente? Est-ce qu'on soit tous pognés à être limités comme ça? La majorité des adultes finissent par accepter. Mais dans ma commission scolaire, moi, quand je crie, on me donne ci, on me donne ça. Quand je rencontre les profs, fait que tu finis par accepter. Il y a une écologie. Hein? On peut pas traverser les feux rouges. C'est pas à cause que la loi l'interdit, c'est parce qu'il y a une raison intelligente. Mais au lieu d'éduquer l'enfant que c'est parce qu'il y a une raison intelligente, on lui dit que c'est illégal. Fait que l'enfant nouveau, lui, c'est illégal, ben illégal, il passe par-dessus. S'il y a une raison intelligente, il le fait, loi ou pas. Donc, on doit immédiatement comprendre que l'enfant nouveau va devenir un peu moins hyperactif si déjà il comprend l'intelligence du cadre dans lequel on le place. Et une chose très importante, c'est que l'enfant nouveau va poser des questions, des pourquoi, et chaque réponse doit être une réponse intelligente. Et quand je parle d'intelligence, elle doit être logique. C'est-à-dire qu'elle doit être logiférable par l'enfant nouveau. C'est-à-dire qu'il doit être capable de trouver que ça s'additionne avec les choses qu'il a vues jusqu'à date. L'enfant ancien finit par être extrêmement perturbé parce qu'à un moment donné, il y a tellement de choses qu'on amène chez lui qu'il n'arrive plus à comprendre le phénomène. Tu sais, tu dois aimer tout le monde. À un moment donné, on va lui dire aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Bon. Et à un moment donné, ben, on lui dit qu'il faut pas qu'il se mette tout nu devant tout le monde. Donc, il faut qu'il apprenne à pas s'aimer lui-même. Alors, évidemment, aimer les autres comme je m'aime soi-même. Bon, ben, à un moment donné, on va lui dire, tu dois aimer tes ennemis. Bon, il renverse de l'eau à terre, le professeur vient gueuler. Il comprend plus non plus le phénomène. Il y a toute une panoplie de choses, à un moment donné, qui crée l'homme ancien, qui crée l'homme transitif, qui est un paquet de luttes entre tout ce qu'il a appris. L'enfant nouveau, lui, ne laissera jamais ça pénétrer chez lui. Si on donne une raison intelligente à une chose, une raison spirituelle à une autre, on commence à avoir des problèmes. Une raison émotive, ça marchera plus. Une autre raison intelligente qui contredit la première, il va vous le faire savoir tout de suite. Alors, si on est vivant, ben on va dire, ouais, c'est vrai, ouais. Puis on va jaser avec lui, on va travailler avec lui, puis on va trouver d'autres choses. Si on n'est pas vivant, on va dire, non, c'est parce que tu comprends pas. Mais l'enfant nouveau est pas hyperactif. Il va s'asseoir à côté, puis il va être prêt à passer la nuit complète à vouloir comprendre. Et parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne met pas l'énergie, parce que souvent on en a peur, ben évidemment, il devient hyperactif. Il n'y a pas des vers dans le derrière, il y en a dans la tête, qui grouille en maudit. Mon enfant de 5 ans, il se pose plusieurs questions qui semblent avancer pour son âge. Je demeure souvent dépourvu face à ces questions. J'ai peur de lui en dire trop ou pas assez. Jusqu'à quel point doit-on répondre à un enfant de 5 ans? Bon, une chose aussi intéressante qu'on peut constater chez l'enfant nouveau, vers 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, il peut souffrir et être malheureux et en parler régulièrement. Puis il y a plusieurs choses comme ça qui sont arrivées aussi. Je le dis parce qu'à un moment donné, j'avais déjà eu une question là-dessus. Mon enfant à 5 ans, il me pose plusieurs questions. Il faut comprendre avec que l'âge n'a pas d'importance. Ce qui fait que je dis cela pour jusqu'à quel point doit-on répondre à un enfant de 5 ans. C'est ça le problème, souvent, au niveau pédagogique. Jusqu'à quel point doit-on répondre à une normalité de 5 ans? C'est ça, un enfant de 5 ans. L'enfant de 5 ans, ça ne veut rien dire. Donc, jusqu'à quel point, le fait de dire mon enfant à 5 ans, c'est intéressant, mais jusqu'à quel point doit-on répondre à un enfant? Ça s'arrête là, pas de 5 ans. Et c'est important parce qu'on est toujours pris avec l'idée de l'âge. Bon, est-ce qu'un enfant de 5 ans peut vous instruire? Bon, spirituellement, on dit oui. Souvent, émotivement, on dit oui, mais ça arrive à peu près jamais qu'on l'accepte dans le vivant. À cause, encore une fois, de l'âge. Ça peut être la petitesse du corps, ça peut être aussi l'âge, le chiffre. À un moment donné, on va me dire, oui, j'ai 5 ans et demi. Ça, et demi, franchement, ça ne change pas grand-chose. Bon.
Jusqu'à quel point peut-on répondre à un enfant? On doit toujours répondre au maximum à un enfant. L'enfant n'a pas de limite d'apprentissage par rapport à une problématique de question qu'il pose. Évidemment, lorsque l'enfant dit « Qu'est-ce que c'est ça dans les airs? » Ben, tu commences pas à faire un cours d'astronomie. C'est des étoiles. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. C'est quoi une étoile? Ben là, il faut qu'on commence immédiatement à essayer de laisser tomber le phénomène. L'enfant de 5 ans, ben c'est une petite bébite lumière là qui, tu sais, bon. On n'éduque pas un être humain à partir de tout ce qu'il devra oublier en grandissant. C'est un peu comme le phénomène du fou, du navet, ou trop, là. Moi, j'ai pas connu ça, là, au niveau de la sexualité. Alors, l'enfant, on essaie souvent de l'instruire avec des choses qui sont apparemment ajustées à sa psychologie, mais qui en réalité sont ajustées à son langage. Mais son langage est formé par un ajustement à notre langage, c'est-à-dire au langage qu'on se sert pour communiquer avec lui. Alors, les étoiles, c'est une petite bébite qui, ben, tu sais, je te donne un exemple, là, mais souvent, on n'a pas des mots comme ça. Mais la petite bébite, un jour, il faudra lui dire que c'est pas une petite bébite, puis à un moment donné, puis là, on se dit, ben, à 10 ans, je dirais ça, puis à 15 ans, il y aura... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors donc, qu'est-ce qu'on répond à un enfant de 5 ans? Quelles que soient les questions que l'enfant va poser, et évidemment, on ne se demande pas nécessairement si mon enfant, c'est un enfant nouveau ou un enfant ancien, ça n'a rien à voir. Je répète qu'on ne doit pas se servir de ces mots entre nous, des mots, disons, de pédagogue, pour savoir comment agir avec un enfant. On doit juste être suffisamment humain et vivant pour pouvoir agir avec l'enfant convenablement. Et on va donc, évidemment, chez nous, diagnostiquer, si l'on peut dire, parce qu'évidemment, présentement, c'est une maladie d'être un enfant nouveau, donc diagnostiquer ce phénomène pour pouvoir savoir comment fonctionner. Mais on doit fonctionner beaucoup plus avec notre propre vie, c'est-à-dire notre sensibilité, qu'avec ce que j'aurais dit ou avec ce qu'un jour j'écrirai sur la pédagogie de l'enfant nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on répond à un enfant? Bon, on répond tout ce que l'enfant veut savoir et on s'arrange, si possible, pour toujours enligner la réponse de façon à ce que l'enfant puisse continuer à poser une question. Ça, c'est de la pédagogie. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont des étoiles. Ah, qu'est-ce que c'est une étoile? On lui permet de continuer. Une étoile, c'est exactement comme la Terre. La Terre. Et là, on va se dire, ouais, mais tu sais, la Terre, il faut que j'explique que c'est une boule, puis on a peur, ayez pas peur. C'est exactement comme la Terre. Y a-tu du monde dessus? Ou ben non, c'est quoi la Terre? Ou ben non, y a-tu des chars? Ou ben non, ah. Pas grave. C'est quoi la Terre? La Terre, ben, il répond, il dit pas, c'est comme ça en haut. Bon. Si c'est un enfant nouveau, quand il va avoir les pièces et haut pour vous taper dans le derrière, va le faire. Alors, on continue toujours à répondre à un enfant de façon à ce qu'il puisse continuer à poser des questions. C'est évident que pour l'adulte, souvent, il va dire, ouais, mais c'est épuisant. C'est épuisant tant que l'enfant n'est pas certain que vous allez être comme ça tout le temps. C'est ça qui est important de comprendre. Quand l'enfant découvre une mine d'or, c'est un adulte qui répond, oh, ben, il va s'en profiter? Il va s'en avoir des questions? C'est épuisant. Mais s'il sait que cet adulte-là, il l'a à volonté à portée de la main, il sera plus épuisant comme ça. Et ça, c'est très important de comprendre. L'enfant peut être épuisant pendant 2, 3, 4, 5 jours. À un moment donné, tu es convaincu que quelles que soient les questions qu'il aura posées, la réponse, enfin, l'adulte qui répond est à portée de la main, ben là, il va finir par laisser faire. Et on doit aussi apprendre à l'enfant que répondre à des questions, ça fatigue un peu. Ben, il va se dire pourquoi. Bon, ben, tu vas lui dire ce qu'on va faire, va t'en poser des questions, moi. L'enfant va être content. Faites attention à ce jeu-là. On parle avec un enfant nouveau. L'enfant ancien peut aussi, parce que l'enfant ancien peut facilement être mutable en enfant nouveau. Donc, bon. Alors, on lui pose des questions, c'est quoi la couleur de tes cheveux? Là, il va répondre. On dépose des questions qui demandent le même effort que chez vous. Là, il va comprendre. Alors, on lui pose la question. Pourquoi tu as des pieds? C'est pendant de l'âge, je suis à 5 ans. Puis là, il faut qu'il commence à chercher pourquoi il y a des pieds. Il va peut-être dire pour marcher, pour mettre des souliers. Pourquoi marcher? Là, vous devez faire le même jeu que lui. Pourquoi marcher? Là, il commence à réfléchir. Là, il va commencer à se rendre compte que ce que ça veut dire être fatigant de répondre à des questions. Alors, à un moment donné, on peut lui dire, bon, OK, là, je réponds, là, mais pas plus que 3 questions, tu sais, parce que là, bon, l'enfant va comprendre. Il sera plus saut d'énergie. Il sera plus épuisant pour vous. Alors, on l'éduque, encore une fois, dans un cadre d'écologie. Il doit comprendre ce que vous vivez. Et comment le comprendre? Pas en lui disant, oui, mais ça me fatigue.
Pourquoi? Ben, c'est comme ça. L'enfant nouveau ne marchera pas. Et instruisez-le. Dans le début, évidemment, là, on parle, on apprend, on fait un peu un préliminaire. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont vouloir lundi aller travailler en essayant d'appliquer certaines choses immédiatement. Vous savez que l'enfant nouveau, c'est pas une andouille. L'enfant ancien non plus. Mais l'enfant ancien est beaucoup plus programmable émotivement que l'enfant nouveau. Lorsqu'on va arriver, puis on va lui dire, bon, ben là, c'est des questions à répondre. L'enfant nouveau, la première question, il va se poser à lui. Qu'est-ce qui arrive à l'autre? Bon. Fait que je veux dire, c'est pas à cause qu'à un moment donné, bon, l'autre décide qu'on change tout, que lui, il change. Ça fait, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 5 ans qu'il est programmé à être ce qui est là, à réagir contre l'homme ancien comme contre l'homme transitif, ben, c'est pas parce qu'en 2 jours, tu as décidé de changer que lui, il change. Un instinct, il ne trustera pas. Alors, évidemment, faut qu'il y ait un cheminement, faut pas arriver. Bon, ben là, faut communiquer. Christy, à 2 mois, fait 6 mois, fait 6 ans, je veux communiquer, elle veut pas, puis là, elle vient me dire, faut communiquer. Ça marchera pas. Alors, faut pas arriver en lui disant, bon, ben là, non. Faut faire la même approche que lui, faut l'apprivoiser. C'est long, c'est pénible. Surtout quand à un moment donné, on découvre qu'effectivement, il est merde, mais c'est génial. Oui. Mais il ne le libérera pas tout de suite, là, s'il a été contraint à le garder. Alors maintenant, il faut l'apprivoiser. Alors, l'apprivoiser, un peu comme j'ai fait là, ben là, ce que je vous expliquais au niveau des questions, on apprivoise l'enfant. Alors, il faut l'apprivoiser. Ici, il y a des cours qui sont donnés à des enfants. C'est un cours, disons, d'une forme de, c'est pas tout à fait un art martial, c'est pas tout à fait une forme de conditionnement physique, ça porte le nom d'entraînement de l'intelligence en mouvement. Ben, on enseigne aussi à des enfants. Ben, ces enfants-là sont hyper apprivoisés, il n'y a aucun problème, c'est absolument génial. Assez que les parents ont des problèmes avec eux, parce que nous, on n'en a pas ici. Bon, c'est un peu le même phénomène qui arrive à un moment donné, au niveau des scolaires. Bon, l'enfant pose des questions à sa mère ou à son père, les parents répondent mal. Pose la question au professeur, le professeur répond. Quand il arrive à la maison, ouais, mais mon prof, lui, il sait, puis il me répond, lui, que je t'en pose plus des questions. Évidemment, ça crée des problèmes à la maison. Fait que là, c'est là que le mandat du professeur finit par être paramétré, puis limité, puis étranglé par le refus de ces choses-là par les parents. Alors, on doit se poser la question, est-ce qu'on travaille pour les parents ou est-ce qu'on travaille pour les enfants? Est-ce qu'on travaille exclusivement pour soi ou si on est pédagogue? Faut aussi apprivoiser les parents. Faut aussi apprivoiser le directeur de l'école, le propriétaire de la garderie. Faut aussi apprivoiser les autres personnes. Faut aussi apprivoiser, ben, c'est ça le problème. Si on veut travailler avec un enfant nouveau, faut travailler avec l'humanité. C'est con, mais c'est comme ça. Faut apprivoiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être diplomate. Quasiment être politicien. Être diplomate, ça veut dire juste s'arranger pour ajuster les choses au fur et à mesure que les individus peuvent comprendre. Je parlais d'écologie tout à l'heure. L'enfant nouveau doit apprendre du moment qu'il peut que l'être humain a un cadre écologique, psychologique, qu'il a une éco-psychologie. Et chaque être humain a aussi une écologie psychologique. Alors, t'arrives pas à un moment donné, là, puis tu commences à, bon, mettons qu'on a une personne ici qui est propriétaire de garderie. Lundi, elle décide que tous ces techniciens qui sont pas venus, ou techniciennes vont commencer à agir de telle façon. Ben, un instant. Éduquer un enfant nouveau nécessite qu'on éduque l'éducateur. Ça, c'est pas comme ça, faut apprivoiser. Alors, l'enfant, il a 5 ans. Comment répondre à un enfant de 5 ans? L'âge n'a rien à voir. On répond en l'apprivoisant, puis on répond toujours au maximum, mais évidemment, on ne répond pas comme je fais présentement. C'est-à-dire qu'on ne parle pas 10 minutes de temps sans lui laisser la chance de poser une question. Parce que là, on ne sait plus. Alors, on répond de façon qu'il puisse continuer. Puis on répond qu'il puisse continuer. Et ça aussi au niveau du vocable avec. C'est-à-dire qu'on ne répond pas. Ça, c'est l'étoile. Il en posera plus de questions. Okay, c'est important avec, là. Ça, c'est des étoiles. Là, c'est comme si c'était en stand-by, en attente, t'attends. Ah, il s'assoit puis il regarde, parfait. Il rentre en dedans, parfait. Facile. On se met même pas en tête, on cherche même pas. Être un pédagogue, là, c'est quand on est un vrai pédagogue, on est humain, là, on n'a pas besoin d'avoir toute une panoplie de choses. Il en faut dans le début, parce qu'on commence par être un peu ancien. Quel est le rôle de la relation affective dans le développement de l'enfant nouveau? Ah oui, ça, c'est une bonne question. J'ai fait une conférence à un moment donné qui s'intitulait « La sexualité de l'homme nouveau ». À l'intérieur de celle-ci, j'expliquais une chose nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup, évidemment, de pédagogues qui sont transitifs avancés ou qui sont transitifs et qui, du côté de certaines choses, sont nouveaux. On a de plus en plus d'hommes qui sont capables d'aimer un enfant comme la femme a toujours aimé l'enfant. Mais c'était pas le cas à l'avant. On en a de plus en plus. Le mot du problème, c'est que l'homme nouveau qui a le même contact avec un enfant qu'une femme, bien évidemment, on pense que c'est un désaxé. C'est un fait. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant nouveau, lui, aura un contact qui... Bon, la sexualité, c'est un phénomène extrêmement dangereux et intéressant. La sexualité, elle peut être d'ordre génital. On appelle ça souvent sexualité. Elle peut être d'ordre émotif. On appelle ça encore sexualité. Elle peut être d'ordre physique, c'est-à-dire endocrinien, donc hormonal. On appelle ça encore sexualité. Elle peut être d'ordre relatif, c'est-à-dire d'ordre
relationnel, au niveau de la relation, peut être mentale, on appelle ça encore la sexualité. Alors, faut faire attention. Chose qui est absolument certaine, c'est que la sexualité, disons, de l'enfant nouveau, et lorsqu'on parle de contact affectif, je ne parle pas de contact génital, mais une chose est certaine, c'est que le corps physique de l'enfant, enfant ancien comme enfant nouveau, mais l'enfant nouveau est similaire à l'enfant ancien, sauf que l'enfant nouveau, lui, le conscientise, ce phénomène. C'est ça qui est la nuance. L'enfant ancien, c'est pareil, s'il en souffle, il ne sait pas, puis il se déforme. L'enfant nouveau, lui, c'est pareil, s'il en souffle, il sait, puis là, il se révolte. Puis il se déforme avec, puis il se révolte. On doit avoir des contacts avec les enfants, des contacts physiques avec les enfants. Souvent, les adultes n'en ont pas. Les parents, les professeurs. Tu sais, jouer d'un cheveu, c'est bien, bien correct. Mais si un jour, un adulte passe à côté de vous, là, puis vous jouez d'un cheveu comme ça en disant « vous êtes cute », là, vous êtes aussi frustré que l'enfant va l'être. Alors, il y a donc d'autres choses qu'il faut faire. Le fait d'avoir des contacts physiques, pas des contacts sexuels, des contacts physiques avec l'enfant, va évidemment paramétrer l'enfant, donc va le sécuriser. L'enfant va permettre la relation à l'enfant et l'enfant nouveau va découvrir que vous n'êtes pas ce que lui va finir par appeler un arriéré. Donnez-lui une raison intelligente de cacher le corps physique. Donnez-lui une raison écologique. Dans la société, il va comprendre. Il faut se le cacher parce que les gens viennent tout fous. Mais donnez-lui une raison intelligente pour lui, non. Parce que l'enfant nouveau, à un moment donné, vous allez le trouver dans la douche habillé. Ouais. La bonne femme ou le bonhomme, il va chialer. Ben, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il faudrait que je prenne ma douche, pas de vêtements, si je peux pas aller me baigner, pas de vêtements. Bon, c'est tout à fait logique. Hein? Bon, entre vous et moi. Ça veut pas dire qu'on peut le vivre, mais c'est logique pareil, c'est intelligent. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au niveau affectif, l'enfant, on doit le toucher. On doit jouer avec. Une des choses qu'on fait au niveau de l'ordre ici, ben, évidemment, il y a des combats. Des combats qui sont des combats à contact plein, c'est-à-dire qui peuvent ressembler un peu au judo. Et lorsque les éducateurs se battent avec les enfants, et en plus se laissent gagner, se laissent perdre face aux enfants, des combats au sol, par exemple, etc., ben, les enfants, souvent, viennent au cours d'ordem. Juste pourquoi? Parce qu'ils aiment le cours. Ils apprennent rien. Alors qu'il y en a qui sont tellement jeunes qu'ils apprennent rien. Ils sont pas là pour apprendre ce qu'on veut leur montrer. Ils sont là pour apprendre à vivre. Ben, ils apprennent. Mais ils apprennent pas comme on l'entend normalement. Alors, dans les garderies, c'est le même phénomène. Dans l'école élémentaire, c'est le même phénomène. Bon, un enfant arrive, c'est sa fête. L'instituteur, est-ce qu'il va le prendre? Va lui donner un bec? Va le mettre ça? Il y a une panoplie de choses qu'à un moment donné, on perd. Parce qu'on a peur d'être des actes sexuels. Chose certaine, c'est que plus l'être humain transite vers l'homme nouveau, plus il va être capable d'aimer l'enfant comme d'aimer l'adulte, sans que ce soit sexuel, par des mécanismes, des voies de relation qui ont toujours été placées dans la relation sexuelle. Ça, c'est un peu compliqué. Là, le parent prend jamais son bain avec son enfant. Enfin, pas partout, mais c'est souvent comme ça. On n'osera pas se battre à un moment donné. Hein? La petite fille, elle a 8, 9, 10, 11, 12 ans. 12 ans. Elle s'est toujours battue avec son grand frère, son oncle ou son père. Ou avec son éducateur. Rendu à 12 ans, on va dire, là, tu sais, là, c'est temps qu'elle arrête de se battre parce que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est de la folie furieuse. Si on veut être sûr qu'à un moment donné, elle va devenir normale, pognée, faut qu'elle arrête. C'est pas sexuel. C'est une relation qui est affective et qui, pour l'enfant nouveau comme pour l'enfant ancien, devient non seulement un paramètre de sécurité, comme la discipline est importante pour l'enfant nouveau comme pour l'enfant ancien, c'est ce qui va les sécuriser face à l'adulte, au monde dans lequel ils vivent. Il y a une discipline à un moment donné qui est folle, mais il y a une discipline qui est nécessaire pareil. Hein? Une chose intelligente doit toujours être paramétrée par des disciplines. L'enfant ne le comprend pas, on lui explique. S'il ne le comprend pas, il doit quand même à un moment donné le faire, c'est intelligent. Je ne parle pas moralement intelligent, je parle intelligent. Hein? C'est une nuance. Bon. Alors donc, la relation avec l'enfant nouveau comme avec l'enfant ancien est extrêmement importante. Le contact physique est important parce que c'est ce qui permet d'apprivoiser quelque chose. On va flatter un chien, on va flatter un chat, on va flatter un renard, on va flatter le museau d'un cheval, on va lui donner 2-3 bouffes. Parfait. L'enfant ne lui donne pas de bouffe, faut pas qu'il finisse par comprendre que l'alimentation est question d'émotion. Il faut qu'il sache que l'alimentation est question d'intelligence, de nutrition. Mais au niveau du contact, le reste est intéressant. Une chose aussi qui est mauditement importante. Ne parlez pas, essayez toujours de parler à un enfant en ayant les yeux à son niveau. C'est très important au niveau des relations affectives. On prend pas l'enfant pour la fois à Saint-Bureau pour y parler. Imaginez-vous un corps arrière de football qui mesure 8 pieds, qui arrive devant vous, qui vous prend et qui vous met à Saint-Bureau pour vous parler. Bon, on va s'arranger pour se pencher, se baisser, se jouer. Maintenant, il y a une chose importante, c'est qu'on essaie de s'organiser pour être dans une position qui est le plus naturelle possible si on veut avoir nos yeux au niveau des yeux de l'enfant nouveau. On n'a pas qu'il ait l'impression que tu joues le jeu. Alors, si tu t'assois sur une chaise pour y parler, tu es assis. Ben, c'est parfait, être assis. C'est normal, parce qu'on est les yeux égales. Si tu t'écrases à terre pour y parler, c'est correct.
si tu te penches pour y parler, l'enfant nouveau voit que tu manipules. Il va trouver que c'est fun, mais il sait que tu manipules. Il va finir par comprendre, mais il y a toute une panoplie de petites choses, de nuances, à un moment donné, qu'il faut aller chercher, vous allez le découvrir, parce que si vous êtes suffisamment à l'écoute, ils vont vous le faire découvrir. Moins on est à l'écoute, plus on l'apprend, mais en souffrant. Alors, au niveau affectif, c'est très important. Toucher les enfants, c'est très important. Pas rien que toucher les mains, là, je parle. Toucher les enfants. Hein? À un moment donné, il y a une mère qui me disait qu'elle a un enfant qui est assez renfermé, qui est toujours dans sa chambre. Un enfant qui a, je pense, 6 ans. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire pour, maintenant, elle veut avoir un contact avec? Ben, c'est pas compliqué, ben. Puis, je demande à l'enfant, ce qui est souvent étonnant, elle dit oui. Est-ce que vous le chicanez souvent? Elle dit oui. Pas le choix. Je suis parfait, continue à le chicaner. Prochaine fois, vous la voyez dans sa chambre. Puis là, vous le rentrez dans sa chambre, vous le mettez dans le lit. Là, vous préparez, donner une volée. 3, 4 claques, pas fortes. Puis après ça, ben, commencez à le chatouiller. Puis, chatouiller en masse. Puis après ça, ben, vous allez finir par vous battre dans le lit avec. L'enfant va commencer par cesser d'attirer l'attention par ces phénomènes-là. Il y aura eu un contact physique qui va automatiquement amener une panoplie de relations avec l'adulte. Puis j'ai dit, je suis sûr que vous, en tant que parent, vous allez avoir de la misère à le chatouiller et à vous battre avec. Quand je parle de vous battre, là, je parle pas de vos cartes, là. Je parle d'une bataille dans le lit. Tu sais, là, vous êtes dans un par-dessus l'autre, là. Bon, il vous embarque ses seins, c'est pas grave, lui, il sait pas. Puis même s'il le sait, c'est pas sexuel. On est tellement tabouisé par ce phénomène-là, là. On peut plus de contact à un moment donné. Bon, je joue avec. Quand il mérite une punition, puni. Pas de punition, mais il faut qu'il sache que ce qu'il a fait là est inintelligent, inécologique. Puis tout le reste, puis à un moment donné, il faut pas exagérer avec. La relation est importante. L'exemple que je donnais à un moment donné, la conférence que j'ai donnée sur l'enfant nouveau, l'enfant, il commence et on lui donne un gâteau, c'est sa fête. Là, le gâteau est sur la table, l'enfant, il en prend un bout avec son doigt. C'est normal. C'est sa fête. Là, on va lui dire, hey, tu peux attendre. Qu'est-ce qui est important? Qu'il paraisse bien ou qu'il soit heureux le jour de sa fête? Normalement, c'est qu'il paraisse bien. Mais chez un enfant nouveau, les prochaines fêtes, ça les passer souvent tout seul. Ils sont pas heureux. Gâteau, ben oui, tu vas, ouais, c'est correct. Parce qu'il comprend que c'est un jeu, c'est un cadre. On doit faire comme si on était heureux, mais on ne doit pas l'être heureux. Parce que pour être heureux, il faut être naturel, il faut pas être normal. Bon, une panoplie de petites choses comme ça, à un moment donné, qu'il faut aller chercher, puis on va aller chercher une relation affective avec un enfant qui est absolument impeccable. Et l'humain a besoin de cette relation pendant une grande partie de sa vie. Il est sevré maternellement. À un moment donné, il devra être sevré au niveau affectif aussi. C'est-à-dire qu'il devra être capable d'être heureux même s'il est tout seul. Il devra être capable de vivre sans avoir besoin d'être aimé, sans avoir besoin d'aimer. Bon, ce sevrage-là apparaît normalement chez l'adulte ancien, qui sont entre 20 et sa mort, et certains ne le vivent jamais. L'enfant nouveau va avoir une tendance à le vivre. Il pourra donc aimer les choses, mais il ne sera pas capable de souffrir d'aimer. Ce que l'enfant ancien n'est pas capable de faire et l'homme nouveau non plus. La partie affective est importante quand même. L'enfant nouveau a-t-il toujours existé? Une autre question. Parlez-nous de la génétique de l'enfant nouveau. Bon. L'enfant nouveau tel qu'il est concevable aujourd'hui n'a jamais existé avant, disons, les 20 dernières années. Ou peut-être, à part, évidemment, quelques ectopicités, là, il y a des personnes qui sont nouvelles, soit parce qu'ils ont eu une mutation au cours de leur vie d'adulte, soit parce qu'effectivement, disons que, ectopiquement, il y avait quelques enfants nouveaux qui commençaient à naître. Dans l'Antiquité, les enfants ont toujours été supérieurs à l'état d'adulte. Dans la majorité des cas, évidemment, il y a des exceptions, c'est sûr. L'enfant est supérieur génétiquement aux adultes. Donc, on peut presque dire que l'enfant, par rapport à l'adulte, était un enfant nouveau. Sauf que l'éducation, le milieu, a toujours été plus puissant que ce qu'il y avait de nouveau dans l'enfant, et ça l'a formé toujours des adultes anciens, qui ont continué par tradition, par répétition, par collectivisme, à former des adultes anciens à partir d'une substance qui aurait pu donner quelque chose de bien. Ça donne quelque chose de bien encore, mais quelque chose de mieux. Maintenant, à partir de 1975 surtout, on a une génétique qui maintenant apparaît et qui est de plus en plus nouvelle. Parlez-nous de la génétique de l'enfant nouveau. Je vais en parler brièvement. Dans d'autres conférences, à un moment donné, sur l'éducation et sur d'autres phénomènes, on va en parler. Il y a aussi les maladies qui sont typiques de l'enfant nouveau. On va parler de cette génétique peut-être de façon plus approfondie et à un moment donné, on verra s'il y a lieu de faire un travail plus profond sur ce phénomène-là. Parce qu'il faut avoir un peu de connaissances génétiques si on veut comprendre le phénomène de la génétique de l'enfant nouveau. La mutation génétique, elle existe. C'est connu, c'est su. La radioactivité peut altérer la génétique, la cigarette peut altérer la génétique, le stress peut altérer la génétique, et on sait très bien que on peut finir à un moment donné par améliorer le système génétique. Si on a une personne qui souffre de diabète, on a une autre personne qui souffre de diabète, s'ils ont des enfants ensemble, on a de fortes chances qu'on ait des phénomènes diabétiques. Si chaque fois qu'une personne diabétique engendre avec une personne qui ne l'est pas,
on aura des enfants qui peuvent l'être, qui peuvent ne pas l'être, et si ces enfants-là engendrent avec d'autres qui ne le sont pas, et avec d'autres qui ne le sont pas, finalement, on finit par éliminer le diabète de la surface de la Terre. Bon. Alors, je ne dis pas qu'on devrait nécessairement enfanter à partir de ce phénomène-là, donc l'humain enfante encore énormément à partir du phénomène émotif, mais ça le regarde. La génétique, elle peut donc être améliorée, c'est améliorable. Il y a un autre phénomène intéressant, c'est que la mutation génétique peut apparaître du vivant d'un individu. Les animaux ont cette adaptation génétique, l'évolution darwinienne. L'être humain a encore un peu cette relation darwinienne au niveau de son plan évolutif, mais il vit évidemment surtout d'une évolution améliorative. L'être humain peut reprogrammer son cerveau. Alors évidemment, disons que la science médicale, la neurochirurgie ou encore la neurologie tout court, c'est que ce que je dis est vrai, même si elle n'en connaît pas encore tous les fondements. Pour ceux qui n'ont pas encore cette idée, on n'a qu'à faire référence à une personne qui a un accident cérébrovasculaire, donc une thrombose cérébrale par exemple, et qui a une partie de son cerveau qui va être altérée ou détruite, et elle aura une paralysie de la partie opposée. Par travail de physiothérapie, on peut finir par forcer le cerveau à restructurer de nouvelles connexions qui vont permettre à la partie, disons, cartésienne de pouvoir relocaliser le contrôle nerveux et musculaire des membres pour finir par ramener l'individu. Ça demande énormément d'énergie parce que pour restructurer un cerveau, ça demande une force vitale assez exceptionnelle. Et cette force vitale, normalement, manque chez l'individu après la puberté. Cette force vitale va être transmuée en caractère de procréation, donc va engendrer le phénomène de la sexualité. C'est pourquoi aussi, on va dire souvent que quelqu'un qui a des cellules qui meurent, ces cellules ne sont pas remplacées. C'est faux, elles sont remplacées. À une vitesse tellement lente que le tissu cicatriciel du corps, ayant, lui, besoin de moins d'énergie vitale parce que sa structure atomique, disons, génétique, biologique, n'est pas la même, est d'une structure beaucoup plus simple, le tissu cicatriciel va se reprocréer, donc remplacer la perte neuronique plus rapidement que le tissu neuronique. Alors, ce qui fait que normalement, même si les neurones ont tendance à se refaire, le tissu cicatriciel prend la place. Ça peut créer des épilepsies, disons, post-traumatiques ou des choses comme ça. La génétique de l'enfant, c'est que son système neuronique, son système donc cérébral, son cerveau n'est pas le même qu'un cerveau conventionnel. Il y a beaucoup plus de neurones qui vont faire synapse, qui auront des connexions par des chemins beaucoup plus courts que le cerveau d'un homme normal. C'est-à-dire que normalement, pour penser, on peut envoyer une impulsion neuronique qui va faire un détour assez long au niveau du cerveau avant d'arriver à un centre moteur, par exemple, ou un centre sensitif au niveau de la perception. Chez l'enfant nouveau, lui, c'est que le neurone va avoir certaines connexions, disons, axoniques, enfin, des connexions électriques, qui peuvent être beaucoup plus courtes. Ce qui fait que déjà, il va réfléchir beaucoup plus rapidement. Et il y a aussi un autre phénomène au niveau des neurones, un phénomène au niveau du système myélénique. Enfin, il y a toute une panoplie de choses qui fait que le cerveau de l'enfant nouveau est différent. Et il y a autre chose, il aura 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 fois plus de cellules gliales dans son cerveau que va en contenir normalement l'humain normal. Il y a quelques années, on a disséqué le cerveau d'Albert Einstein pour voir quelle était son anomalie. Et la seule chose qu'on a pu constater, évidemment, la neurochirurgie ne peut pas encore savoir si la programmation d'un cerveau est différente d'un autre. Il avait une dizaine de fois plus de cellules gliales, c'est tout. Et ces cellules gliales, parce qu'on pense qu'on a juste des neurones dans la tête, on a beaucoup d'autres choses. Ces cellules gliales, présentement, la science, la médecine ne sait pas trop à quoi elles servent. Bon, ça sert à une panoplie de choses, et ça sert surtout à nettoyer le cerveau et à permettre la reprogrammation axonique, donc à repromettre une reprogrammation au niveau du cerveau. Ce que j'appelle aussi une mutation, qui, mutation neuronique, engendre mutation psychologique. Le fait que le cerveau change, le système endocrinien de l'enfant nouveau sera aussi manipulé différemment. Le système endocrinien est la voie par laquelle tout le phénomène psychologique va être exprimé. Vous avez peur, votre cœur accélère, vous allez rougir, il va se passer une panoplie de choses qui sont typiques d'une expression hormonale ou encore sympathique ou parasympathique, qui sont des phénomènes de stimuli similaires au phénomène hormonal. L'enfant nouveau a un corps qui va réagir différemment aux stimuli, ce qui va lui permettre d'être beaucoup moins charriable au niveau émotif, lui permettant d'être beaucoup plus lucide au niveau mental, ce qui fait que même s'il a des émotions, il ne sera pas perturbé dans sa conscience, dans sa tête par ses émotions, que l'enfant ancien, lui, va être perturbé. Alors, disons que génétiquement, c'est un petit contour. Un jour, on pourra en parler. Je vais faire des conférences relativement prochainement à l'université, de toute façon, pour parler de ce genre de choses. Alors, à un moment donné, on pourra aussi le refaire en conférence spéciale, en conférence spécifique sur l'enfant nouveau. Pour l'instant, quoi, ça répond. L'enfant nouveau se rencontre-t-il seulement dans la race blanche? Bon. Il y a une chose intéressante, c'est qu'on parle souvent au niveau ésotérique et même au niveau théologique. De temps en temps, au niveau scientifique, de certaines races ou de peuples. Enfin, le peuple de Dieu. Alors, les autres sont exclus.
sur la race théologique. Ésotériquement, on va avoir la race blanche, qui est présentement la race mère. On s'en va vers une race bleue. On en a déjà entendu un peu parler de temps en temps. On va lire la Bhagavad Gita et on voit que les personnages sont bleus ou violets, faisant référence à l'ancienne race violette, qui, selon l'ésotérique, se serait mélangée à la race adamique, à la race de l'homme, pardon, pour créer ce qu'on appelle l'Adam et Ève au niveau de la religion catholique, biblique. Il y a des races, effectivement, au niveau anthropologique. Il y a des humanités, il y a des humains, il y a des races qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas atteindre un niveau particulier de l'intelligence, de l'intellectuence humaine. Maintenant, ces races ne sont pas cutanées. Ce sont des races neuroniques. Et non pas, je répète, cutanées. Ce ne sont pas des races cutanées. Évidemment, l'humain, même dans l'ésotérisme ou dans la théologie, a souvent pensé que c'était des races cutanées. Lorsqu'on parle de la race blanche, lorsqu'on parle de la race jaune, de la race rouge, de la race noire et de la race reblanche, encore la race indo-européenne, celle qu'Adolf Hitler a voulu remettre sur la surface de la Terre, la race aryenne. Et on parle d'une prochaine race bleue. On met des couleurs parce qu'à un moment donné, il faut que l'humain arrive à se comprendre. L'humain spirituel a besoin quand même de certaines choses qui ne sont pas nécessairement cartésiens. L'enfant nouveau se rencontre-t-il seulement dans la race blanche? L'enfant nouveau fait référence à une race neuronique. Pour ceux que ça peut intéresser, on a ici au Centre de l'universalité certains cours qui sont donnés, en l'occurrence le programme maître-contrôleur, qui est axé sur l'idée que l'homme doit être son seul maître, c'est-à-dire que c'est lui qui doit régir ce qui va se passer en dedans. Et on a même à l'intérieur de ce programme maître-contrôleur un des professeurs qui enseigne au plus haut niveau et qui est un haïtien. Donc, effectivement, l'enfant nouveau va naître un peu partout sur la planète, mais il sera en densité plus massive au Québec pour des raisons sur lesquelles, à un moment donné, on pourrait revenir, qui a rapport effectivement à la génétique, qui a rapport aussi au système alimentaire, à ce qui va, à un moment donné, constituer les corps, parce qu'évidemment, le corps dépend de ce qui le constitue. Et donc, l'enfant nouveau va naître à travers n'importe quelle race, en majorité au Québec, et ça n'a rien à voir avec la couleur cutanée. L'enfant nouveau qui se suicide parce qu'il ne peut s'adapter à l'environnement. Pourquoi pourquoi ne passera-t-il pas pourquoi ne se passerait-il pas une autre chose plutôt que de se détruire? Parce que dans la tête de l'homme ancien, la mort est une fin. Dans la tête de l'enfant nouveau, la vie est aussi une fin. Alors, vivre ou mourir, c'est le même phénomène. Tant qu'à perdre son temps, d'un bord ou de l'autre, tu sais comment quelle est la vie, elle te convient pas. Tu sais pas comment quelle est la mort, on va aller voir. L'enfant nouveau n'a pas peur du neuf. L'homme ancien a peur du neuf. Il vit dans son système mémoriel. Alors, un homme ancien avec une femme ancienne qui saillissent, qui chicanent, qui sont mariés, vont refuser le divorce. Mais pourquoi le divorce? C'est une vie neuve. Ils vont préférer les souffrances connues que de risquer un bonheur neuf. L'enfant nouveau, comme l'homme nouveau, parlons de l'enfant nouveau, lui, non. Absolument pas. Le neuf ne lui fait pas peur. Ça le fait même vivre. Alors, mourir pour aller voir du neuf, pour lui, c'est vivre. Donc, l'enfant nouveau se suicide. Pourquoi? On peut faire comprendre à l'enfant nouveau l'intelligence écologique d'être dans un corps biologique et de vivre sur un plan planétaire. La raison la plus... Assez. Il voit qu'il est manipulé, il voit qu'il peut manipuler, il voit aussi qu'il ne peut pas s'en sortir pour l'instant, il ne comprend pas l'intelligence du phénomène manipulatif, il ne comprend pas l'intelligence du carcan social, il ne comprend pas ceci, cela, il pose des questions, on lui répond toujours que c'est parce que c'est comme ça, bon, hein, c'est pas lui, que c'est pas lui qui va tout changer, bon, on le médiocrise, apparemment, mais ça ne fonctionne pas chez lui, alors à un moment donné, l'enfant nouveau finit par avoir une souffrance mentale que normalement l'enfant ancien ne connaît pas. L'enfant ancien connaît des souffrances émotives. Mais il aura suffisamment peur de la mort qu'il va préférer les vivre. Se droguer, prendre de la musique, boire ou des choses comme ça. Bon. Mais l'enfant nouveau va vivre une souffrance mentale à un moment donné. Et cette souffrance mentale va apparaître. L'homme nouveau aussi, la personne transitive va vivre le même phénomène. Où elle comprend juste assez puis juste passer. Alors à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a une manipulation. Tu te lèves un matin, il pleut, tu es en beau maudit. La température est ton maître. Bon. Tu vas aller faire du ski, tu viens pour aller sur une pente, c'est fermé, il y a une grève. Tu te mets encore à chialer. Les conditions extérieures sont encore ton maître. Bon, l'enfant transitif, l'enfant nouveau, comme l'homme transitif ou nouveau, va finir par découvrir à un moment donné qu'effectivement, il est manipulé tout le temps. Bon, quoi ça vaut d'abord de vivre si tout le temps, toute fois que tu penses faire quelque chose, tu te fais avoir? Il y a une intelligence à ça et il y a un phénomène qui est une conséquentialité. La théologie appelle ça le karma, là. Bon,
il y a une mécanicité conséquentielle sur la planète. Et ça, dans la société, on le vit aussi. Et l'enfant nouveau doit l'apprendre. Tu t'en vas sur la route de l'autoroute, tu t'en vas voir un film, tu vas être juste à l'heure, c'est le fun à mort, il y a un accident, et puis il y a un embouteillage. Ben, c'est ça un cadre écologique. Tu dépends de l'écologie, de l'écosystème. Alors, si l'enfant nouveau découvre qu'il est manipulé par toute cette chose-là, et qu'il ne voit pas qu'il pourrait à un moment donné légiférer ces choses-là et arriver à contourner, ben, si on ne l'instruit pas suffisamment rapidement de ces choses-là, de plus ça va aller, plus il y aura d'enfants qui vont se suicider. Et leur dire, non, la vie vaut la peine d'être vécue, ça pogne pas pour un enfant nouveau. Il n'aura pas peur de mourir. Assez qu'à un moment donné, il va aussi même tuer. Et ça, c'est extrêmement, disons, bien plate d'en parler, mais il faut qu'on en parle, ça fait partie des choses. Un enfant de 7 ans a tué son chum de 6 ans parce qu'il croisait sa blonde de 5 ans. On a déjà vu ça à l'école. C'est ça. Et il voit ça dans les vues. Bon, ben, ça marche. Ben, c'est une solution. Il le fait. C'est pas nécessairement une solution intelligente, mais lui, il le fait pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas juste, il manque juste ce qu'il faut pour comprendre que ce qu'il comprend n'est pas la fin du monde. Alors, vous savez très bien que plus vous apprenez des choses, plus ça devient souffrant. Mais pour l'enfant, c'est pareil. Sauf que l'enfant n'ayant pas peur de la mort, comme l'homme ancien a peur de la mort, ben, à un moment donné, il y a un choix à faire, puis il choisit. Il faut donc paramétrer suffisamment l'enfant pour qu'il ne se suicide pas. Et ça va être un problème assez majeur à un moment donné au niveau de notre système scolaire. Pour que des enfants nouveaux se suicident, est-ce dû à une réincarnation trop rapide dans un monde qui est ancien? La réponse, réincarnation ou non, non, ce n'est pas ça. L'enfant nouveau se suicide pour la simple raison que la souffrance mentale qui l'habite, le fait de savoir des choses, de comprendre des choses sans comprendre leur finalité. Et lorsqu'il vit dans un monde où apparemment on lui interdit de comprendre la finalité, ben évidemment, ça devient assez souffrant chez lui, que cette souffrance va l'axer vers quelque chose d'autre, vers une solution, ce qui est aussi le phénomène de l'homme ancien. Sauf que lui, pour lui, la mort, ce n'est pas épeurant. Il y a une chose intéressante avec, il faut que vous compreniez, et je vous en parle tout de suite. J'avais déjà assisté à des conférences où c'était relativement plate, et on pouvait, à un moment donné, finir par s'endormir. Lorsque je fais des conférences, c'est suffisamment animé. On ne peut pas dormir. Sauf que l'enfant nouveau va découvrir cette mécanicité aussi. La psychologie, la science commence à le découvrir, c'est que l'être humain fonctionne aussi de façon énergétique. Et lorsqu'on a une forte dose d'énergie et qu'on n'en est pas habitué, on peut égoïquement mettre des barrières et on s'endort, on somnole. Les personnes qui, après les conférences que je fais, sont saoules, ont de la misère à marcher. Il y en a évidemment qui dorment tout le long de la conférence. Puis il y en a même qui reviennent régulièrement. J'ai ceci pour vous demander tout à l'heure de réveiller ceux qui dorment à côté de vous. C'est important, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'ils comprennent les choses. Bon. Il y a des enfants, des parents qui amènent des enfants de temps en temps aux conférences régulières, et ces enfants-là dorment tout le long de la conférence. Et ils veulent revenir tous les vendredis. Donc, en partant, c'est pas qu'ils dorment. Énergétiquement, il se passe des choses. Je vous le dis pareil parce que c'est une chose qu'il va falloir commencer à travailler. Lorsqu'un enfant nouveau vous regarde dans les deux yeux, puis que vous vous sentez toutes défaites, toutes démantibulées, c'est qu'énergétiquement, il y a des choses qui se passent. Bon, ce n'est pas pédagogiquement encore enseigné peut-être que certains comprennent ce que je veux dire, d'autres non, mais une chose qui est certaine, c'est que pourquoi qu'une photo de Dieu ne vous fait rien, puis qu'une personne qui vous regarde vous fait quelque chose? Il y a quelque chose. Puis un enfant nouveau, il va vous transpercer s'il décide de fouiller. Alors, je vous mets au courant quand même, parce que lorsque je fais des conférences, ce que je dis au niveau oral est intéressant, mais ce qui se passe au niveau énergétique, il peut être suffisamment plus puissant. Et il y a des personnes qui vont carrément dormir, il y a des personnes qui peuvent être saoules, des personnes qui vont, etc., etc. Ça arrive souvent quand il n'y a pas beaucoup de gens. Là, je fais une conférence qui est pas trop énergétique quand même, je m'ajuste. Je vais faire une conférence suffisamment énergétique, et puis la conférence est finie, je vais m'en aller, puis la majorité reste encore assise là. Pas capable de bouger. Alors, je vous mets au courant quand même. Aussi, pour que ça puisse paraître, c'est une chose. Et regardez une chose. Chaque fois qu'à un moment donné, un adulte, parce que vous savez de l'énergie, vous aussi. On peut appeler ça magnétisme, on peut appeler ça ce que vous voudrez, mais c'est calculable. Les ondes alpha que le cerveau dégage, c'est une forme d'énergie. Hein, elle est mesurable par les appareils biologiques. Par les appareils mécaniques, pardon. Par contre, il y a aussi d'autres énergies que l'être humain émet, que l'être humain mesure. Et il ne sait pas, il n'arrive pas à le décoder. On parle à un enfant ancien, puis on n'a juste pas l'énergie qu'il faut, juste pas le ton qu'il faut. Ben, la voix, c'est du verbe, il y a de l'énergie là-dedans. On peut le barrer. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple. Ah, c'est des étoiles. Ben, énergétiquement, il a compris le message. Mais c'est un message que votre ego transmet. Et à un moment donné, on va vouloir, oui, mais il faut que tu comprennes. Là. Reste assis là, tu vas comprendre. Mais énergétiquement, on l'omnibile tellement à l'enfant qu'il n'y a rien à faire, rien. Ben, c'est ça. La question énergétique est extrêmement importante au niveau pédagogique. Je vous en parle là pour que vous réveillez ceux qui dorment à côté de vous. Mais au niveau de l'éducation, à un moment donné, il faudra faire attention aussi à ça. L'enfant, là, tu vois, là, qu'il n'arrive pas à comprendre. Non, il va rester là tant qu'il n'aura pas compris. Hein, souvent, au niveau pédagogique, on se sert de ce genre de choses. Mais non, l'enfant, faut que tu lui fasses prendre une douche, faut que tu joues avec, faut que tu l'envoies promener, faut qu'il regarde Manic, je sais pas.
Mais il faut qu'il fasse quelque chose d'autre. Parce qu'à un moment donné, le contact énergétiquement entre le pédagogue et l'enfant n'est tellement plus ajusté que l'enfant finit par être omnibulé ou extrêmement irrité. Il faut couper le contact. Il faut arrêter tout. On recommencera après. Alors, je vous parle de ce phénomène-là, c'est intéressant pour l'instant. L'enfant ayant besoin d'un cadre et d'une discipline pour son évolution, est-il bon qu'il appelle ses parents par leur prénom? Il me semble que ceci enlève un peu d'autorité qu'il nous reste sur eux, alors que s'ils nous appellent papa et maman, cela nous donne un meilleur contrôle, au moins jusqu'à un certain âge. Je serais d'accord qu'il nomme ses parents par leur prénom à un âge plus avancé. Bon, ça c'est très intéressant comme question. La majorité des adultes se font appeler monsieur, madame, papa, maman, etc., par les enfants, pour la simple raison qu'ils ont peur justement de perdre le peu de contrôle qu'ils ont sur eux. L'enfant nouveau n'étant pas un être collectif, tout ce qui est collectif, il lui pue au nez. Première chose, appelez toujours un enfant par son prénom et ne jamais lui donner de surnom. Deuxième chose, tout faire pour que l'enfant nous appelle par notre prénom. Nous autres, c'est monsieur, puis lui, c'est son prénom. Tout le monde l'appelle monsieur ou madame, puis l'autre, c'est son prénom ou papa ou maman. Mon oncle, ma tante, ou oncle ou tante. Ça fait simplement quoi? Ça fait que vous le médiocrisez. La relation entre un enfant nouveau et un adulte qui est trop orgueilleux pour se faire appeler par son prénom, ou qui trouve son prénom trop laid parce qu'il en porte un autre, ben, à un moment donné, il faut qu'il comprenne la raison. C'est quoi la raison intelligente? L'enfant, on va avoir une relation affective, une relation intelligente, une relation mentale, une relation, ce que vous voudrez avec lui, mais évidemment, il faut se placer sur des paramètres qui vont être accessibles à lui. Moi, mon nom, c'est Daniel. Et les enfants à qui je travaille m'appellent Daniel, ainsi que les adultes d'ailleurs. Et lorsque je travaille avec quelqu'un, je l'appelle par son prénom. Lorsque je travaille avec les enfants, et il y a une chose qui est très importante, ce n'est pas parce qu'on prend le prénom qu'on ne doit plus se respecter. Alors donc, on éduque l'enfant. Moi, je vais vous appeler par vos prénoms, puis je vais vous respecter aussi. À un moment donné, tu dis pas c'est quoi ton nom, là? Bon, fendez-vous le derrière, placez-le à la même place les bancs, écrivez vos noms, les noms sur un papier, mais arrangez-vous pour connaître leur prénom. Et c'est extrêmement important que, du moment que l'enfant commence à prononcer le nom, que le premier mot qu'il dit, ce soit pas papa, mais que ce soit Claude, ou que ce soit Pierre, ou que ce soit pas maman, mais que ce soit Lise, ou Isabelle, ou quelque chose comme ça. Bon. C'est extrêmement plaisant pour le parent de se faire appeler par ces choses-là, parce qu'il se sent comme tout le monde, il se sent bon privilégié, et c'est le collectivisme. Le prénom, il sert à quelque chose, et on doit travailler avec les prénoms. Essayez-le, vous allez voir qu'il y a une nuance qui va se faire. J'ai une fille de 10 ans qui adore regarder des films d'horreur. Elle m'en demande tout le temps alors que sa sœur de 15 ans, elle, ne peut les supporter. Quel est ce phénomène et dois-je lui emporter de regarder ces films? Lui empêcher de regarder ces films? Bon, moi, je ne suis pas la personne qui va carrément dire à une personne ce qu'elle doit faire au niveau pédagogique. Je pense que vous devez faire vos expériences aussi et apprendre ces choses-là. Lorsqu'on donne une solution une fois, ben, quand il y a un autre problème, il faut venir me voir. Hein? Alors, c'est là, fait que quand vous arrivez à trouver vous-même les solutions, ben, quand il y a plein de problèmes, vous continuez à travailler. Fait que c'est mieux comme ça. Bon, on appelle ça la pédagogie aussi. Bon, alors donc, je ne vous dirai pas ce qu'il faut faire avec votre fille. 15 ans, 10 ans, l'une des deux peut être ancienne, l'autre peut être transitive, peut même être nouvelle. Les deux peuvent être nouvelles, les deux peuvent être anciennes. D'accord? Il faut commencer par vérifier. Alors, on ne peut pas comparer celle de 10 ans à celle de 15 ans. En partant, c'est deux choses différentes. Est-ce que, bon, les films d'horreur, c'est assez intéressant. Lorsque l'homme, votre fille de 10 ans peut être nouvelle. Maintenant, peut-être que non. Peut être transitive aussi. Lorsque l'enfant nouveau ne voit plus de stimulation intéressante dans la vie, l'enfant ancien peut faire la même chose aussi, il va se diriger vers quelque chose. Alors, il faut regarder. Est-ce qu'elle regarde les vues et elle en a peur? Si elle en a peur, c'est sans doute une personne transitive ou ancienne. Si elle regarde les vues et elle aime ça, c'est sans doute une personne nouvelle qui s'amuse de voir de quelle façon l'être humain s'illusionne de se faire peur, puis qui regarde et qui analyse toute une phénoménologie psychologique de tout ce qui apparemment fait peur, puis parce que les acteurs dans les vues réagissent comme le monde dans la vie, alors peut-être qu'elle s'amuse simplement à étudier le monde par ces films d'horreur. Maintenant, est-ce qu'on doit lui en donner régulièrement? À un moment donné, il faudra s'arranger pour la diriger sur d'autres choses. La diriger sur d'autres choses, comment? C'est-à-dire qu'on doit l'apprivoiser. On doit lui faire comprendre qu'il y a d'autres possibilités. Pas avec un cours de morale. Ça ne marche pas, là. Un cours d'intelligence. On doit, et ça prend le temps que ça prend, on doit faire en sorte qu'elle comprenne l'intelligence de fouiller ailleurs. Parce que le film d'horreur, c'est pas mauvais en soi. Maintenant, c'est sûr que si elle ne fait que du film d'horreur, sa programmation mémorielle ne va être constituée que de ce genre de choses. La journée qu'elle va vouloir se venger de vous autres, elle aura suffisamment de programmes pour le faire. Alors, c'est préférable qu'elle voie d'autres choses à un moment donné pour qu'elle se venge tout doucement. Bon.
si elle reste manger. Parce que, évidemment, les enfants apprennent des trucs là. Alors donc, c'est à vous de voir de quel axe on doit l'envoyer, mais une chose qui est certaine, c'est sûr que les films d'horreur, pédagogiquement parlant, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Elle peut s'en servir pour certaines choses, donc il suffira de savoir pourquoi elle a besoin de ces films et de lentement lui donner d'autres possibilités. Pas l'obliger, lui donner d'autres choix. Et ça, c'est un travail qui peut être un travail de moyenne haleine, et c'est un travail qu'il faut faire. La pédagogie, c'est toujours un travail de longue haleine, mais disons qu'une petite transformation comme ça peut être moyenne haleine. Les pédagogues, souvent, veulent une réaction tout de suite, immédiate. Ça ne marche pas comme ça. Que pensez-vous des écoles pour enfants surdoués? Ne croyez-vous pas que le fait d'envoyer un enfant dans une école peut nuire à son évolution psychologique par le fait qu'il pourrait se sentir différent des autres enfants et commencer à souffrir d'un certain snobisme? Bon. L'enfant ancien peut être surdoué. L'enfant nouveau, jamais. L'enfant ancien va souffrir de se sentir séparé des autres. L'enfant nouveau, non, il est déjà séparé. Il est individuel. L'enfant ancien dans une école de surdoués, on va essayer de développer, disons, ce qu'il y a de surdoué et on va travailler le reste. Ce n'est pas mauvais pour un enfant. Évidemment, il faudrait, même s'il est surdoué, l'enfant surdoué est un enfant ancien, donc il faudrait quand même lui expliquer l'intelligence de le placer ailleurs. Évidemment, veut pas, il va finir par se faire un snobisme de son évolution, un orgueil d'être surdoué, un orgueil d'être à part, etc. Maintenant, ce n'est pas mauvais parce que c'est peut-être la seule façon chez l'enfant ancien qu'il a, lui, pour arriver à accepter sa condition de différent. Tu sais, si un enfant est anormal, ben, ou il faudra qu'il soit content, donc souvent snob, orgueilleux d'être anormal, donc supérieur, sinon il va être bien malheureux. Alors, au niveau de l'enfant ancien, c'est des choses qui sont presque essentielles. L'enfant nouveau n'est jamais surdoué pour la simple raison que l'enfant nouveau va réussir autant que n'importe quel surdoué dans tout ce qu'il va aimer. Alors, l'enfant nouveau, ce n'est pas un génie. L'enfant nouveau, c'est un être naturel qui, s'il s'intéresse à l'informatique, sera surdoué en informatique. Si, à un moment donné, il aime son professeur de français, il sera surdoué en français. Si, à un moment donné, il aime telle chose, il sera surdoué en telle chose. S'il a l'intelligence d'apprendre une langue, il va l'apprendre très rapidement. Tant qu'il ne verra pas l'intelligence, il va pas passer 15 ans à vouloir lui montrer l'anglais ou le français ou n'importe quoi, il ne l'apprendra pas. C'est très pénible. Puis la journée qu'il décide qu'il veut l'apprendre, il va l'apprendre. Il va donc paraître surdoué. Donc l'enfant nouveau ne peut pas être catalogué comme surdoué. Un enfant nouveau qui s'intéresse à l'informatique, devons-nous le brancher dans une école spécialisée là-dedans? Il faut faire bien attention. Parce que l'enfant nouveau, lui, s'intéresse à l'informatique. La meilleure chose, c'est de lui acheter un ordinateur à la maison. Lui acheter des livres, c'est un autodidacte parfait. L'enfant nouveau, s'il s'intéresse à la géographie, à la géométrie, à ceci ou à cela, on s'arrange pour lui donner des cadres, mais il n'a pas nécessairement besoin de cours. C'est un autodidacte parfait. Alors donc, si on place l'enfant nouveau dans une école d'enfants nouveaux, mettons qu'à un moment donné, on aurait suffisamment de pédagogues et de personnes pour pouvoir discerner, ben, l'enfant nouveau, lui, ça ne le dérange pas d'être placé dans n'importe quel genre de cadre, à l'exclusive condition que le cadre dans lequel on le place est un cadre qui satisfait ce qu'il veut faire. Être différent des autres, ça, c'est normal pour lui. Ça ne le dérangera pas. C'est évident que si on le programme, parce qu'évidemment, la majorité des enfants nouveaux sont présentement pédagogisés de façon à redevenir des enfants normaux, donc à être des enfants anciens. C'est sûr qu'un enfant nouveau de 12 ans peut être suffisamment altéré qu'il voudra aussi être normal. La petite fille nouvelle qui commence à avoir une pousse pubertaire, donc les seins commencent à sortir, ben elle a besoin de savoir si tout le monde vit ça. Si on lui dit, ben oui, c'est normal. Ah, elle est heureuse. La petite fille ancienne, pardon. La petite fille nouvelle, elle, qui a besoin, qui veut savoir si c'est normal, si c'est 5 pouces, elle voudra simplement savoir plutôt si c'est naturel. Elle a 8 ans, ça sort. On va lui dire, oui, mais c'est parce que normalement, c'est à 12 ans. La fille ancienne, elle, risque d'en souffrir. Elle veut pas être elle veut être normale. Alors évidemment, si on altère suffisamment un enfant nouveau, en voulant le rendre normal, ben, il y a des chances qu'il souffre des mêmes caractères psychologiques et évolutifs de l'enfant ancien. Donc, au niveau des surdoués, il faut faire attention. Bien souvent, on va prendre des enfants nouveaux et on va les placer dans des écoles de surdoués et on détruit l'enfant nouveau. Bon. L'enfant qui sans cesse attire l'attention dans un groupe est souvent gagnant puisque l'éducateur ne peut vraiment agir de façon individuelle quant à leur éducation, c'est-à-dire ne pas s'en préoccuper, donc nuire au reste. Ok, je t'arrête tout de suite. Le reste de la question, je revenais. Un enfant qui attire énormément l'attention, il y a une solution. Donnez-lui un poste. C'est la solution clé. Faites-vous-en un allié. Car c'est la solution clé.
Qu'il soit ancien, transitif ou nouveau. Qu'il soit bum, qu'il soit ce que vous voudrez, parce qu'un enfant nouveau peut être le pire des bums, peut être le plus beau des enfants, peut être n'importe quoi. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il exprime. C'est l'intelligence avec laquelle il l'exprime qui dénote la nuance. Alors, un enfant extrêmement turbulent qui demande toujours de l'attention, le professeur est toujours rendu sur son dos, faites-en un allié. Je donnais des exemples à un moment donné dans des conférences antérieures. En revenant sur le phénomène savoir éduquer un enfant nouveau, ben là, on va donner des exemples clairs. Là, on va arriver avec des points, puis on pourra travailler sur certaines choses. Et il y aura sans doute des suites au phénomène de l'éducation de l'enfant, parce que ça se fait en 1 heure. Alors, en faire un allié, c'est quoi? Ça veut simplement dire, bon, l'un des trucs, évidemment, les plus connus, l'enfant le plus tannant, ben, quand le professeur s'absente, ben, lui demande à l'enfant de vérifier la classe, de surveiller la classe. Mais en partant, il y a des chances que ça fonctionne. Si l'enfant est un enfant nouveau ou suffisamment transitif, même un enfant ancien, si on lui explique les choses, puis qu'on lui dit qu'on a besoin d'aide, c'est celui-là qu'on va aller chercher, même si, orgueilleusement parlant, ça prend, chose certaine, c'est que là, on l'a entre les mains en tant que pédagogue, et on ne le limite pas dans son leadership. Donc, on ne va pas l'omnibuler. Vous savez, des adultes qui sont capables de foncer, on va en avoir besoin, puis on en a encore besoin. Lorsqu'un enfant agit comme ça, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui tend à grimper. Puis normalement, ça nuit, fait qu'on tape dedans. Non, faites-en un allié. Moi, j'étais absolument irréprochablement fou à l'école. Et j'ai même réussi, avec un de mes amis à un moment donné, à instruire un professeur qui devrait nous laisser donner le cours. Son cours était trop plat. Et puis le prof a fini par essayer. Puis effectivement, on avait un cours où on était en bas à la cafétéria, ça c'est en secondaire 3, où on préparait le cours du lendemain. Puis le cours du lendemain, on le donnait. Le prof était là. Puis ça n'a pas été long, évidemment, que c'est lui qui nous a eu. Mais nous, on l'a eu aussi. Alors nous, on avait de la biologie, alors on avait des notes impeccables, le prof, c'est le bonheur parfait, les élèves aimaient ça. Alors, il y a toute une panoplie de choses qui s'est passée. Évidemment, c'était pas pédagogique à l'époque. C'est sûr que si quelqu'un serait passé pour vérifier comment elle enseignait, puis se serait rendu compte que le prof, ses élèves, souvent qui donnaient le cours, ben ça créait des problèmes. Mais ce qui va arriver souvent, c'est qu'on normalise. Alors, on va aller chercher tous les élèves. On voudrait, bon, que tous les élèves le fassent, ça marche. Tous les élèves qui vont le faire. Alors, on donne des postes. Un élève peut vous aider à corriger des devoirs. Un élève dans une garderie peut faire telle chose. Vous savez, là, je donne des exemples comme ça. Mais soyez suffisamment vivants pour comprendre l'idée de base. Donnez un poste. Faites-en un allié. Et vous réglez le problème. Comment arriver à ne pas se vider d'énergie avec les enfants? Oui, comment ne pas se faire téter? Première réponse, téter l'enfant. Pourquoi les personnes âgées adorent les enfants? Pourquoi faut-il qu'ils touffent? Parce qu'ils ont besoin d'une énergie. L'énergie vitale que je vous parlais tout à l'heure, là, qui peut-être est encore bien théorique pour bien des gens. On a des appareils électriques maintenant qui détectent, les acupuncteurs s'en servent. On a des appareils médicaux aussi qui commencent à le détecter. Et il y a des choses qui se passent. L'enfant tète de l'énergie, donc épuise biologiquement, épuise physiquement. Il y a moyen de téter. Contact physique, oui, il y a moyen de téter l'enfant. L'enfant, il y en a en masse, il en gaspille en masse, il n'y a pas de problème, donc on l'épuisera pas lui. Alors, première chose, créer un échange d'énergie. Et deuxième chose, s'arranger pour que l'enfant écologiquement comprenne certaines choses. Quand je dis de donner des postes, des fonctions, c'est toujours ça un peu qu'on doit créer. Lorsque le pédagogue doit être le centre, le foyer central d'attraction de tout l'ensemble d'une classe ou d'une garderie, il risque fortement de se faire sucer en énergie. Sauf si les enfants participent à son travail. Participer à son travail, encore une fois, donner des postes. Participer à son travail. Ça dépend de l'âge, ça dépend de ceci, ça dépend de cela. Bon, on pourrait revenir à un moment donné, mais ce serait intéressant aussi que le pédagogue fasse l'effort de s'adapter, de comprendre, de s'ajuster. Ça épuise. Mais moi, travailler avec les enfants, ça ne m'épuise pas pour la simple raison que je suis capable, si je joue avec, si je me bats avec eux, de prendre suffisamment d'énergie pendant qu'eux aussi en prennent, et je suis suffisamment correct. Une chose importante avec un enfant nouveau, si vous faites une promesse, tenez-la la promesse. Hein? Et pour une promesse pour un enfant nouveau, c'est pas quand vous dites « je promets », c'est quand vous ouvrez la bouche. Bon. Alors moi, je suis suffisamment conséquentiel pour que ce que je dis, je m'arrange pour le faire. Et à un moment donné, je leur explique des choses. Là, c'est fini. Bon, là, l'enfant veut continuer parce qu'il a peur, évidemment, quand ils me connaissent, c'est fini après, il n'y a plus de problème. Quand ils me connaissent pas trop, ben là, évidemment, ils profitent de l'aubaine. Alors, c'est plus tough de leur dire que c'est fini. Il faut les amadouer lentement. Alors, pour ne pas se faire sucer l'énergie, il faut donc créer une structure au niveau de la classe, une structure au niveau de la garderie, qui fait que le professeur ou le pédagogue n'est pas le centre d'attraction de toute la classe, et qu'à un moment donné, il y a aussi plusieurs petits alliés qui apparaissent là-dedans, et qu'il y a une structure, l'allié peut être aussi un phénomène matériel. C'est ça, on connaît ça, on apprend ça à l'université. Hein, que le matériel didactique. Ce qui permet aux enfants d'oublier le prof pour laisser au prof le temps de se reposer un peu. Sauf qu'à un moment donné, toute la structure est basée sur le matériel didactique et non plus sur l'humain. Même dans les garderies, on en est rendu presque là.
Alors, évidemment, lorsque l'humain veut venir travailler avec l'enfant, il va se faire têter parce que les enfants profitent de l'aubaine. Il y a une chose importante que la majorité ne pourrait pas faire immédiatement, c'est de ne jamais travailler émotivement avec un enfant. Bon, premièrement. On ne doit jamais travailler émotivement avec un enfant. Ça n'empêchera pas la relation affective, mais on ne doit pas travailler émotivement avec un enfant. Bon. Ça veut dire qu'on ne doit pas trouver les enfants beaux, on ne doit pas trouver les enfants fins, on ne doit pas en trouver d'autres plus beaux que d'autres, on ne doit pas... Pourquoi? Parce que si on travaille émotivement avec l'enfant, c'est par là que la majorité de votre énergie va s'en aller. Bon. On a juste à avoir un enfant qu'on aime bien, qui à un moment donné vous envoie carrément promener, puis vous allez voir de toute façon l'énergie part quand on est rattaché émotivement à un enfant. D'accord? La majorité des pédagogues, ça, ne le savent pas. Ils sont convaincus que s'ils veulent finir par rentrer travailler aujourd'hui, il faut qu'ils s'organisent pour aimer les enfants. On peut les aimer, mais avoir une relation émotive avec, c'est-à-dire se servir de l'enfant comme drain émotif. Hein, il y a beaucoup d'adultes qui ont eu des enfants un jour pour pouvoir le gratter des cheveux, comme une poupée. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont pédagogues ou qui sont en technique de garderie ou qui sont justement dans des garderies, justement parce qu'ils se servent de l'enfant pour essayer de communiquer de l'amour. Et ça, c'est le meilleur moyen en communiquant de l'amour. Ils vont en ramasser en maudit. Puis quand vous allez sortir de là, vous allez être épuisé. Assez qu'à un moment donné, lentement, ceux qui commencent ne le savent pas, mais il vient un moment donné où on commence à avoir une espèce d'angoisse de l'éducation. Parce que justement, ils continuent à têter, eux autres. Et nous, on ne veut plus. On commence à vieillir, on a moins d'énergie à se faire ramasser. Alors, de quelle façon? C'est de toujours... Il faut que l'enfant comprenne que le tétage d'énergie existe, que l'épuisement existe. Et tout à l'heure, je vous donnais un exemple de relation, répondre aux questions, à un moment donné, on fait jouer le jeu pour qu'il arrive à comprendre. Il y a toute une panoplie de choses qui rentrent en jeu. Et très important, on éduque surtout l'enfant dès les premiers contacts, comme on éduque un cheval. Moi, l'enfant que je rencontre pour la première fois, il fait 3-4 folies, c'est normal, il me prend pour un homme normal. Je vais le placer, mais d'une façon qu'il ne reconnaît pas. Alors, évidemment, il va être désarçonné, parce que je le place. Et il y a différentes choses, et ce n'est pas parce que moi, je suis moi. Tout le monde arrive à le faire à un moment donné. Comme par exemple, quand on se met en colère après un enfant, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'on a trop tendu avant d'être en colère. Alors, émotivement, on s'exprime. Ça, là, c'est une relation émotive. Là, l'enfant, là, il le fait, il répète 2-3 fois, puis là, tu conserves. À un moment donné, t'éclates. C'est ça, c'est une relation émotive. Je vous dis qu'on ne doit pas travailler en relation émotive avec l'enfant. On l'aime, d'accord, intelligemment, pas émotivement. Alors, ce qui fait que l'enfant, si je découvre qu'il a besoin de plus d'énergie, c'est ça, crier. Tu sais, là, c'est crier, je le place. J'attends pas d'être tout à fait manipulé depuis savoir ce que je fais. Alors, ça m'est arrivé souvent de mettre de l'énergie, de hausser la voix, placer un enfant. Je me retourne vers les autres, puis je ris. Là, il se rend compte que je suis pas en colère. Les autres avec. Fait que je traumatise pas tout l'ensemble pour un. Puis je me traumatise pas moi, parce qu'une fois que j'ai crié, si j'étais réellement émotivement, parce que tout à l'heure j'ai expliqué que le système endocrine est la voie d'expression du phénomène psychologique, donc de l'émotion. Si émotivement j'ai crié, les hormones que j'ai sécrétées qui m'ont permis de crier restent chez moi un laps de temps. Alors, bon, puis là, ma journée n'est plus la même, là. Puis là, les autres enfants, là, c'est plus la même. Puis là, je suis plus facilement irritable. D'où l'intelligence de crier avant d'être en colère. Alors là, on place l'énergie quelque part. Après ça, on s'en retourne, puis... Là, on va dire, ouais, il me prendra pas au sérieux, lui. Oh, 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 un instant. Non, il va savoir que vous êtes tout à fait original. Puis il va comprendre, parce que tout à l'heure, je parlais encore une fois du phénomène énergétique. Pédagogiquement, on connaît pas, on s'en sert pas. Si j'ai mis juste un peu plus d'énergie, il y a des chances que j'aille juste fait vibrer l'enfant un petit peu plus haut pour qu'il comprenne ce que j'avais à lui dire. Il va me prendre au sérieux. Je suis pas en colère. Il va continuer à avoir une relation avec moi. On continue à s'entendre. Alors, je continue à barbouiller sur mon tableau, je fais des choses, je me retourne, je le regarde. C'est correct, je fais un petit clin d'œil, c'est pas le faire, il va continuer à niaiser, je vais recommencer. Mais là, pas en criant, je ne recommence pas. Là, il sait que je suis un être sérieux et qu'il ne me manipule pas par mon phénomène émotif, donc je ne crie pas quand j'en ai marre. C'est intelligent qui se taise. L'enfant, là, qui se fait toujours gueuler après, il voit pas l'intelligence. Le prof, il me dit qu'il faut pas parler quand il parle. Mais c'est drôle, je parle une demi-heure de temps, il m'engueule un qu'après la demi-heure. Ça serait intelligent, il le ferait tout de suite. On parle de raisonnement logique, un raisonnement d'enfant nouveau. Alors, évidemment, c'est foutaise ce que le prof lui dit. Alors, le prof, il commence, puis immédiatement, il se passe quelque chose, puis il gueule pas, il place tout de suite. À un moment donné, il faut mettre de l'énergie. Et on met, si possible, on crie le moins souvent possible après les enfants, de façon à ce que ça serve de moyen pédagogique. Criez tout le temps. Mais il faudra vous taper sur le bureau si vous voulez qu'il vous entende. Vous tapez toujours sur le bureau, il faudra vous monter sur le bureau si vous voulez qu'il vous écoute. Et la mère qui crie toujours, ben l'enfant écoute pas. La mère qui crie jamais, quand elle met un peu d'énergie, l'enfant sait que là, il se passe quelque chose. Mais il faut mettre de l'énergie quand il y a intelligence à le mettre. Et encore là, l'éducation devient facile. Et on ne sait pas tout en énergie, on a des relations avec les enfants, puis maudit que ça devient plaisant.
Ces enfants nouveaux, faut-il les laisser aller, leur laisser plus d'autonomie? Devrait-on agir avec eux comme s'ils étaient des adultes? Exemple, pas de langage de bébé, toujours donner des raisons. Et quels effets peut avoir la relaxation sur ces enfants? Bon, l'enfant nouveau doit être paramétré comme l'enfant ancien. Plus autonome, on devrait d'ailleurs laisser tous les enfants être autonomes. Autonome ne veut pas dire libre. Autonome veut dire qu'on pense qu'ils sont capables de le faire. Bon, ça c'est très important. L'enfant a 6-7 ans, il veut aider, par exemple, la mère à faire la vaisselle. La mère va répondre, ah non, il ne fera pas ça comme je fais ça, moi, là. C'est bien grave, ça, de la manger de temps en temps dans les assiettes avec un petit peu de savon pour l'éducation d'un enfant. Ou bien non, faites la vaisselle au complet après sans qu'il sache. Mais non, on veut sauver de l'énergie pour nous autres, puis on envoie promener l'enfant. Bon. Alors donc, il y a une chose, c'est que l'enfant doit être tout à fait autonome. Maintenant, autonome ne veut pas dire pas paramétré. Je répète que la discipline, c'est une condition sine qua non de l'éducation, de l'instruction. Pour la simple raison que si l'enfant a un cadre, la conscience de l'enfant est comme la conscience de l'adulte. L'adulte, lui, se paramètre par les lois et par la théologie, certains par la science. La conscience de l'homme ne pouvant tout englober, l'insécurité totale apparaît. Si on met une limite à ces choses-là, ben là, on est paramétré. Dans l'ancien temps, lorsqu'on posait une question un petit peu théologique, pourquoi, par exemple, les bons partent avant les méchants, on répondait, les voies de Dieu sont impénétrables. C'était le paramètre. Ça sécurisait l'humain. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin. L'enfant, c'est le même phénomène. S'il n'a pas de discipline, c'est qu'à un moment donné, il fait n'importe quoi, puis il a l'impression, au niveau de sa conscience, il a l'impression qu'il n'arrive plus à se placer. Tout peut s'en aller, puis il n'arrive pas à rien cerner. Alors, il faut qu'il y ait un paramètre. Ce paramètre crée une sécurité majeure chez l'enfant. Autonome, oui. C'est laisser-les s'habiller un peu, laisser-les se tromper de bottes, laisser-les partir avec une botte placée à droite, la gauche à droite. Laissez-le faire, il est parti tout croche, c'est pas grave. Devrait-on agir avec eux comme s'ils étaient des adultes? Non, on agit avec eux comme ce qu'ils sont. On s'ajuste. Les mots de bébé, c'est évident qu'on les laisse tomber. On agit avec eux comme ils sont. Laissez-les parler, vous allez trouver comment ils sont. Quel effet peut avoir la relaxation sur ces enfants? Il y a deux formes de relaxation, une relaxation mentale et intelligente et la majorité des relaxations conventionnelles. Une est plus adaptée à l'enfant nouveau. Toutes les relaxations sont bonnes pour n'importe quel humain, donc évidemment pour les enfants aussi. Et il y a la relaxation, je vous parle, qui est adaptée à l'enfant nouveau. Pourquoi elle est plus adaptée? C'est que, vu que